la soirée discussion, ce sera sur le thème les opportunités et les défis des stages postdoctoraux. La durée de cette soirée discussion, 1 heure et demie avec nos invités et on a 30 minutes de discussion. On aimerait que la première partie sera que le caméra, les micros, vos caméras et vos micros seront fermés. Si vous avez des questions, vous voulez participer, vous pouvez nous écrire et après la dernière 30 minutes, vous pouvez aussi ouvrir vos caméras. On a pour ce soir 4 invités qui je remercie d'avoir accepté notre invitation. On a avec nous Nolwenn Lapierre, chercheur postdoctoral en sciences biomédicales, c'est ça? Bon. Elle a un D'accord, merci, excuse. À l'Université Laval. On a aussi avec nous Karine Latulippe. Elle est chercheure postdoctorale au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal métropolitain, affiliée à l'Université de McGill. Adriane Noriega de la Colina, chercheur postdoctoral en neurologie comportementale au département de neurologie et neurochirurgie de l'Université McGill. Et Samuel Turcotte, chercheur postdoctoral à l'Université Laval. Merci d'être avec nous ce soir. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec une question plus familiale. Vous vous présentez en fait votre parcours et qu'est-ce qui vous a rendu pour choisir de continuer faire un stage postdoctoral. Je vous laisse choisir qui veut commencer le premier. Je peux bien y aller. Personne n'est Okay. vous, je vais y aller. Mais ça, je m'appelle Nolwenn Lapierre, puis je suis stagiaire postdoctorale au CIRIS à l'Université Laval. Et avant ça, j'avais un background en réadaptation. Je suis psychomotricienne, c'est un métier qui n'existe pas ici, c'est très français. Et j'ai fait ensuite une spécialisation en vieillissant. Donc, j'ai fait ma maîtrise en réadaptation avec une option vieillissant, puis ensuite un doctorat en sciences biomédicales et sciences vieillissant toujours. Au CRI-UGM, là où est Samuel Turcotte, en fait. Et c'est ça, j'ai continué ensuite par 2 postdocs. Moi, j'en suis à mon 2e postdoc, en fait. J'ai fait un premier postdoc dans un hôpital gériatrique dans la région Paris, en France. Puis là, je suis dans un centre de recherche, donc un postdoc un peu plus classique. Je sais pas si c'est suffisant comme présentation. Merci. Karine? Ben oui, je peux enchaîner. Je vais juste me mettre en mode galerie parce que sinon, je me vois en grand puis c'est franchement désagréable. Donc, Karine Latulippe, je suis ergothérapeute depuis 2000. Donc, mes cheveux blancs sont naturels ici. J'ai travaillé comme ergothérapeute pendant plusieurs années. Pendant ces années-là, j'ai fait ma maîtrise en gestion des organisations à l'Université du Québec à Chicoutimi, à temps partiel. J'ai eu 3 beaux enfants aussi. Et puis, en 2008, j'ai enseigné comme chargée d'enseignement au programme d'ergothérapie à l'Université Laval. C'est un peu là que j'ai goûté à la recherche, à l'enseignement, puis qui m'a donné le goût quand même, qui m'a donné le goût de faire le doctorat, mais avec certaines réticences, comme de voir mes collègues professeurs, chercheurs, la broue dans le toupette et arriver à peine dans leurs heures et dans leurs semaines. Mais et puis, suite à ça, j'ai travaillé comme agente de développement social 1 an pour un centre de local de développement. J'en parle parce que c'est de là est né mon choix de thème pour le doctorat. Donc, vraiment de travailler là, sur les inégalités numériques, les inégalités sociales de santé, puis comment on peut développer des outils numériques qui sont inclusifs. Et donc, c'est là que j'ai décidé finalement de me lancer au doctorat à l'Université Laval avec un doctorat en technologie éducative, avec une co-direction faculté médecine, faculté de l'éducation. Et puis, le postdoc est arrivé par la suite. On pourra choisir. Je sais que dans les thèmes, il y a pourquoi on a choisi ce parcours-là. Mais maintenant, je suis avec l'équipe là, de Philippe Archambault à l'Université McGill, donc à l'école d'ergothérapie et de physiothérapie. Merci. Samuel? Oui,
Merci pour l'invitation d'abord. Puis, juste une petite précision. En fait, moi, je suis pas à l'Université Laval. Là, mon postdoc est à l'Université de Montréal. C'est vrai que ça fait bizarre de se voir en gros comme ça. Moi aussi, je vais me mettre en mode mosaïque. Donc, moi, je suis ergothérapeute de formation, en fait. Là, j'ai fait ma formation professionnalisante à l'Université Laval. J'ai fini en 2014. Puis, j'ai eu le privilège d'avoir Karine, justement, là, comme professeur aussi là, pendant ma formation. On lance des fleurs parce que c'était super. Et puis, après ça, j'ai travaillé pendant à peu près un an comme ergothérapeute au CHU de Québec en traumatologie, aux soins intensifs et tout ça. Mais c'était pendant la réforme Barrette, donc il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, j'étais intéressé par la recherche. Donc, je suis allé faire une maîtrise et un doctorat toujours à l'Université Laval. Puis, je me suis intéressé dans mes études supérieures. En fait, j'ai fait un passage accéléré là, de la maîtrise au doctorat. Donc, j'ai eu le même projet là, tout le long. Je me suis intéressé au développement d'interventions pour soutenir la réintégration de la communauté d'adultes qui vivent avec des blessures médulaires ou de la sclérose en plaques. Et puis, suite à ça, je me suis inscrit au postdoctorat donc au CRI-UGM, au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Puis, je travaille avec Joanne Filiatro et Nathalie Bière là-bas sur plein de projets qu'on pourra, j'imagine, discuter tout à l'heure. Merci. Adrien? Oui, c'est moi, continuer. Je les dire, et Karine, que j'aime ton piano, que c'est en arrière. C'est super. Et oui, et je pense qu'il y a un autre point commun entre les quatre. Je pense que Karine était à l'UGM, mais au moins je connais Nolwenn de l'UGM. Et quand on a fait les doctorats presque, je pense que Nolwenn était un an plus avancé que moi. Mais oui, et je suis intérieur et des professions, je suis médecin mais je m'intéressais toujours à la recherche et des très petits, j'étais toujours super intéressé à la côté recherche, mais comme aussi la partie clinique. Alors, j'ai fait l'école de médecine, mais après, j'ai voulu m'occuper un peu côté recherche, développer ces expériences. J'ai fait une spécialisation en Allemagne, j'étais 2 ans là-bas. Et à un certain moment, quelqu'un, c'était une chercheure à l'UGM qui m'a rencontré en conférence qui m'a convaincu de faire un doctorat, un doctorat en sciences biomédicales et que je l'ai fait à l'Université de Montréal et surtout avec un côté vieillissement. J'ai toujours m'intéressé au côté vieillissement de la population. Et alors, j'ai développé ces expériences côté recherche et comment est-ce que j'ai arrivé on va passer au côté doctorat et postdoctoral. C'était un peu la pandémie qui m'a poussé à choisir le côté McGill parce que juste avant de la pandémie, on était en train de signer tout pour aller à Boston. Et on avait un contrat avec un partenariat Northeastern Harvard, mais la pandémie est justement arrivée et on fermait tout là-bas. Et avec ma directrice de recherche qui a une doublée affiliation McGill Harvard, elle m'a dit on va reformuler tout et le faire ici. Alors j'ai finalement terminé à l'université McGill et département des neurologie. Mais ça, c'était une super belle opportunité parce qu'en même temps, j'avais fait un stage MyTex avec une entreprise des côtés neurologiques avec des prédictions, des projections de la maladie. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience et recherche côté industrie. Alors, pendant les postdocs, j'ai eu l'opportunité de faire un peu les deux et partager avec cette entreprise qui s'est basée à Mila, ici, c'est l'Institut d'AI ici à Montréal, mais aussi faire les côtés cliniques à l'Université McGill. Alors, c'était une super belle expérience qui s'est passée un peu par chance, mais oui, ça c'est un peu un résumé de mon parcours. Maintenant, je suis proche à finir mon postdoc. Je sais pas après qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est un peu un gros mot. Merci, Adrien. Juste, je veux mentionner qu'Adrien était le président du RQRV à 2018, c'est ça, Adrien? Je pense 2018, oui, 2017, début 2019, oui. Merci. Je passe la parole à ma collègue Mélanie pour avoir de plus sur votre choix et qu'est-ce que vous aimez dans votre stage postdoctoral. Oui, merci. Mais c'était ça, effectivement, la question. Comme là, vous êtes tous arrivés dans la description de votre parcours au stage postdoctoral. Puis, on se demandait, est-ce que vous aviez d'autres plans comme un plan A, un plan B, un plan C? Où se situait le stage postdoctoral dans ce plan-là? Puis, comment vous avez pris votre décision pour finalement décider
que c'était déjà cette option-là que vous vouliez entreprendre. Puis, parmi les stages postdoctoraux, comment choisir? Donc, comment vous en êtes arrivé à cette décision-là? On peut reprendre le même ordre que tantôt, si vous voulez. Du coup, je pense que je suis pas forcément la meilleure personne pour parler de ça. Mon choix est vraiment pas, je vais repasser en mode galerie, parce que là, mon choix est vraiment pas un choix un petit peu un choix de raison, mais pas tant. Choisir d'aller en postdoc. En fait, ce qui m'a poussé à aller choisir un postdoc, c'est pas un plan de carrière sur 10 ans ou quelque chose de même. C'est vraiment juste le plaisir à faire de la recherche. Je me suis dit, en fait, quand je voyais la fin de mon doctorat, quand j'ai commencé mon doctorat, je m'étais pas dit que j'allais faire une carrière académique. Je voyais plus, c'est ça, le plaisir de faire de la recherche, puis je me voyais comme un complément de ma pratique clinique aussi. Et puis je prévoyais de rentrer en France et de reprendre ma pratique clinique comme ça. Puis finalement, en arrivant à la fin du doc, ce qui m'a fait me dire d'aller faire un postdoc, c'est que le postdoc, c'est juste après le doc. On peut pas le faire, on peut pas se réveiller 15 ans plus tard et dire, oh, finalement, j'ai envie d'aller faire un postdoc. C'est le moment ou jamais. Et finalement, j'avais comme plus à perdre à ne pas le faire que à le faire maintenant. Donc, c'était pas forcément un choix de raison. C'est juste, voilà ce qui m'a poussé à faire un postdoc. Puis pourquoi ces choix de postdoc-là? Le premier, donc, je suis allée donc, c'est ça, en France. Enfin, je suis retournée en France faire mon premier postdoc. J'avais envie de changer complètement de milieu de recherche pour pouvoir voir ce que c'était que la recherche dans un autre pays, puisque je connaissais que la recherche au Québec. Et aussi dans un autre milieu, donc de passer dans un milieu hospitalier aussi, de voir c'est quoi les contraintes et les enjeux de la recherche en milieu hospitalier. Donc c'était une super expérience, puis un super beau projet là-bas. Donc c'était vraiment la continuité de mon doctorat, mais avec d'autres méthodologies de recherche aussi. C'était aussi ça qui m'a poussé à choisir ce postdoc-là, donc la différence de milieu et la différence de projet aussi, mais une complémentarité avec ce que j'avais fait avant. Donc, c'est pas mal ça pour le choix de mon premier postdoc. Et le choix de mon deuxième postdoc, encore un peu de complémentarité. Je voulais avoir encore un autre milieu de recherche. Donc, j'ai changé de ville. Je suis entre l'Université Laval, puis j'ai une codirection à UBC à Vancouver. Et les projets sur lesquels je travaille là sont très différents parce que c'est tous des projets partenariaux avec majoritairement avec des organismes communautaires ou avec des municipalités. Donc, c'est encore d'autres contraintes, d'autres enjeux, puis c'est ça que j'avais un peu envie de voir. Donc, c'est ça. C'est pas mal les raisons qui m'ont poussé à choisir mes deux postdocs. Le plaisir à faire de la recherche, puis de multiplier un peu les différents projets, les enjeux, les contraintes différentes. Alors, je vais continuer. Oui, c'est ça. Le postdoc, en fait, c'est vraiment pas accidentel. Mais la première fois que j'y ai réfléchi, presque, je suis en direction de Montréal, dans l'autobus, par pur hasard, il y a François Routier, qui est chercheur au CIRIS. On se met à jaser parce qu'on se connaissait, puis là, François me dit, t'as-tu commencé à faire les démarches pour le postdoc? T'as peu, tout de suite, j'étais comme dans ma 3e année, mettons, de doctorat, tu sais. Il m'a dit, ben oui, il faut que tu y penses comme un an d'avance si tu veux être financé. Puis comme, oh, OK, t'as peu. C'est François qui a comme allumé une cloche en disant, ben si tu veux prendre cette direction-là, c'est maintenant, il faut que tu y réfléchisses. Puis moi, je voyais le postdoc vraiment comme juste un espace de transition, un moment où on n'a plus à faire d'examen, de comité, de thèse et tout ça, mais qu'on peut vraiment aller enrichir ce qu'on a le goût de faire, préparer notre programmation de recherche, puis ce sur quoi on a le goût de travailler, développer les compétences ou les aspects de notre dossier peut-être qu'on a le goût d'avancer un peu plus. Donc, c'est une espèce d'espace transitoire qui peut vraiment être intéressant. Ceci dit, dans mon cas, à moi, il y avait quand même un des critères importants, c'était que je sois financée, là. Donc, j'aurais pas fait un postdoc là, non financé. Donc, c'est vraiment comme ça là, que je me suis dit, ben OK, alors je fais les demandes, puis on verra ce que ça mènera, ce projet-là. Fait que c'est vraiment comme ça que ça s'est installé. Puis pour le choix, en fait, dans mes critères aussi, il y avait le fait d'être financé, mais il y avait aussi le fait que moi, j'ai 3 enfants, maintenant ils sont adolescents, mais mon conjoint est maire de notre municipalité. Fait que, bref, je suis pas très mobile, là. Fait que moi, j'aurais beaucoup aimé ça, aller étudier dans la Ivy League aux États-Unis, mais c'était pas un projet réaliste. Et
si tu veux être financé spécifiquement par le FRQS, tu ne peux pas avoir un port d'attache avec ton université où tu as fait ton doctorat. Donc, tu ne peux pas avoir ni une direction ni une co-direction. Alors, fait que ça aussi, fait que finalement, qu'est-ce qui était possible et tout ça? Puis, finalement, j'avais, en discutant avec à la fois des chercheurs et des étudiants, ça m'a permis d'avoir une espèce de liste de chercheurs qui pourraient potentiellement être intéressants. Et parmi ceux-là, il y avait Philippe Archambault. Donc, j'ai assisté à une présentation de Philippe sur Société inclusive parce qu'il est le directeur de cette initiative-là, Société inclusive, là, qui vraiment développe des projets là, pour faire en sorte que les personnes qui sont en situation de handicap puissent vivre vraiment une pleine participation sociale. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur le thème, sur la façon qu'il l'a partagé, tout ça. Donc, je suis allée le rencontrer à la fin en lui disant, écoute, est-ce que tu serais intéressé à avoir un étudiant de postdoc? Puis, on a parlé de tout ça, puis je lui ai fait part de façon très, très transparente et authentique de qu'est-ce que moi, je recherchais dans mon projet postdoctoral. Puis, ça lui convenait. Puis, avec le type d'encadrement que je souhaitais aussi de la part de mon superviseur. Puis, ben, c'est comme ça a fonctionné. On a préparé la demande, puis j'ai eu la chance là, d'être financée à la fois par les IRSC et le FRQS. Puis c'est super parce que techniquement, on ne peut pas prendre les deux en même temps, mais ils peuvent se chevaucher. Alors, fait que j'ai commencé au FRQS parce que tu peux commencer du moment que je pense que ton dépôt initial est fait, tu peux commencer le financement du FRQS. Puis quand que tout a été fait, ma soutenance, que j'ai reçu mon diplôme, ben là, j'ai pu transférer sur les IRSC. Donc, fait que ça a été ça, là, à la fois mon choix de faire un postdoc et tout ça, mais pareil, Mélanie, dans ta question, il y avait, est-ce qu'on avait un plan A, plan B, plan C, là, mais moi, j'avais plein de plans, puis je peux pas les mettre dans un ordre. Dans ce sens, c'est comme un éventail de possibilités. J'aime vraiment beaucoup faire de la recherche. Puis avant de faire un postdoc, puis même après mon postdoc, je n'exclus pas de travailler comme professionnel de recherche parce que j'aime beaucoup ça. Mais j'aurais le goût aussi d'avoir une position académique parce que j'aime enseigner, puis j'aime aussi la recherche. Puis je me tiens beaucoup au courant de ce qui se fait actuellement sur LinkedIn et tout ça, puis je vois plein de postes hyper intéressants passer en gestion, des fois plus comme coordination de projet, mais de plus haut niveau. Fait que tout ça reste dans les éventails. C'était vrai pendant le doctorat, puis je pense que ça reste vrai après le postdoctorat. C'est juste que j'ai eu du temps supplémentaire pour aller encore plus développer mes compétences en recherche, finalement. Je peux prendre le relais, peut-être? C'est évidemment pas un accident non plus que je me sois ramassé à faire des études postdoctorales. En fait, moi, peut-être intense, mais j'ai commencé à planifier ça presque 2 ans à la fin de mon doctorat parce que je me disais, je vais être sûr de trouver des gens avec qui je vais avoir du fun, avec qui je vais bien m'entendre, avec qui on va pouvoir faire des affaires qui sont utiles pour les collectivités. Puis en même temps, je voulais aussi après ça me laisser le temps d'écrire une demande de fonds assez robuste là, parce que moi aussi d'avoir un financement, c'est un critère là pour poursuivre vers le postdoc. Puis ça, j'ai été privilégié. En fait, là, j'ai gagné à la loterie des concours. Là aussi, j'ai été financé par les IRSC. Donc, moi, j'ai une bourse de 3 ans pour mon postdoc, puis qui s'accompagne aussi, en fait, d'une deuxième phase de financement comme chercheur boursier qui est réservé aux détenteurs de première phase. Donc, ça a vraiment, en fait, changé mon parcours, puis ça l'a rendu plus accessible pour moi l'idée de tendre vers une carrière académique. Mais avant de me lancer là-dedans, puis avant d'avoir cette nouvelle-là, j'avais différents plans, mais comme Karine aussi, je pouvais pas les mettre non plus dans un ordre d'importance. J'ai des projets qui sont pas du tout en lien avec la recherche. J'ai des projets immobiliers à Québec avec mon conjoint, mais tu sais, j'ai aussi, comme ergothérapeute, j'adore pratiquer, donc c'était aussi une option là, qui aurait pu être, qui est encore possible en fait, là, on verra. Puis, comment j'ai pris la décision, en fait, c'est que ça a commencé au doctorat parce que moi, j'ai eu une bourse des FRQS au doctorat avec l'appui de l'unité Soutien Québec, l'unité du système de santé apprenant aujourd'hui que ça s'appelle. Puis, par le biais de cette collectivité-là, cette communauté-là, j'ai vraiment découvert ce que c'est que la recherche axée sur le patient, la recherche partenariale, la décision des outcomes à partir des réalités des partenaires communautaires, des intervenants, des proches aidants, des personnes qui vivent avec les incapacités. Donc, j'ai eu un coup de foudre, en fait, un coup de cœur pour toutes ces approches-là. Donc, je me suis dit, moi, mon postdoctorat, c'est pas tant la population qui va être importante, mais les méthodes, en fait, que je voulais acquérir. Donc, les méthodes de recherche participative, de co-design, de UX et tout ça.
Et puis, ben, là, j'ai eu le privilège de tomber sur une équipe de direction avec qui on a beaucoup de plaisir, qui nous crée beaucoup d'opportunités. Donc, on fait des projets de recherche partenariale avec des aînés dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, avec des représentants d'organismes communautaires, avec des élus aussi là, de l'arrondissement là-bas qui visent à briser l'isolement des aînés. Puis, on travaille en partenariat avec la Maison de l'innovation sociale aussi, là, qui nous coach vraiment dans tout ce qui est le user-centered design et tout ça. Donc, moi, c'est a dream come true là, pour vrai, mon postdoc là, en ce moment. Et puis, donc, c'est ça, comment sont déroulées mes recherches. En fait, là, moi, j'ai parlé à mes directrices de doctorat qui avaient appris à me connaître, en fait, avec le temps. Là. Donc, elles savaient quel genre de personnes j'avais besoin, quelles étaient aussi les compétences qu'il fallait que j'aille chercher, puis qui étaient en mesure dans leur réseau aussi de me l'offrir, puis avec qui ça pouvait cliquer aussi. Moi, l'aspect humain est très important dans la relation de direction et de collaboration. Donc, à partir de ça, ils m'ont proposé plusieurs personnes. Mais je suis allé luncher avec différents profs, chercheurs, on a jasé, tout ça. Puis, les décisions se sont arrêtées là, pour les raisons que je vous ai évoquées là, plus tôt là, sur Joanne Filiatro et Nathalie Bière avec qui je travaille là, à l'Université de Montréal. Super. Alors, c'est mon tour. Et en fait, j'avais des plans A, B, C, D. Non, et en fait, et comme j'avais les backgrounds un peu côté médical, et j'avais toujours l'option de faire un fellowship, et ça était toujours en tête. Mais jusqu'à comme vers la fin du doctorat, je me suis assis avec mon deux directeurs des doctorats et je lui ai dit, ouais, en fait, je vais finir presque un an, je vais planifier les choses et je suis intéressé à faire soit un fellowship, soit un postdoc et qu'est-ce que vous pensez? Et c'est le profil que je vais. À ce moment-là, j'ai voulu quelque chose plus côté neurologie parce que j'avais fait mon doctorat côté plus cardio et je veux toujours les liens entre le côté cardiovasculaire, côté neurologique. Et je cherchais toujours une personne qui soit un médecin chercheur à ce moment. Alors, c'est justement, il avait juste une personne qui venait de Boston et c'est les bons moments à ce moment-là. Mais là, il m'avait proposé des autres personnes. J'avais comme toute une liste de personnes que je ciblais. Un peu comme Samuel, j'avais parlé avec, j'avais lunché avec des différents chercheurs, comme proposer, OK, quelle sorte de projet avez-vous disponible, en tête, etc. Parce que j'ai voulu comme faire preneur plus en relève de la direction d'un essai clinique comme tel ou être involucré dans la direction de ce côté-là et pour gagner de l'expérience comme dans le terrain. Et justement, il y avait plusieurs personnes, mais une seule personne comme ciblée, comme rempli tous les critères de mon checklist. Et alors, j'ai fait plusieurs entretiens et interviews, mais une de celles était comme pour moi super. Alors, j'ai dit, OK, je vais travailler avec cette personne-là. Mais sinon, mon plan B était toujours comme, je laisse ce côté-là, côté recherche, et c'est comme, créer mon propre entreprise et travailler à côté industrie. J'avais déjà passé l'expérience, comme j'ai aussi raconté tantôt, avec une entreprise. Elle avait toujours côté pharma. Il avait des grosses pharmaceutiques qui ont des bonnes positions aussi pour faire cette sorte de choses et diriger des études cliniques, etc. Mais je me disais, si j'ai plusieurs indépendances comme postdoc, je voulais qu'on explorer en premier, voir si ça marche, et sinon, il a toujours le côté industrie comme les plans B aussi. Mais maintenant, et une fois que j'ai passé les premières années des postdoc, en dirigeant les projets, comme encadrer les étudiants et première et deuxième cycle qui nous aident à diriger les projets, maintenant que l'étude clinique roule presque il seul. Il a encore des bonnes. Et maintenant, j'ai commencé à m'occuper un peu plus à faire cette lien avec l'industrie et collaborer pour passer les produits qu'on génère, on crée, par exemple, des différents modèles de production, etc. Côté recherche, voir comment est-ce qu'on peut développer ça dans les côtés industriels avec des partenaires et qui sont dans le milieu non académique nécessairement. Et en ça, je pense que la synergie la personne que j'ai choisi pour faire les postdocs était dans le même mindset pour développer ce genre de choses parce comme neurologue, il avait aussi les bouts de développer ces outils dans les côtés d'industrie. Et je pense que avoir quelqu'un
qui est dans la même ligne, non seulement, pas seulement de la ligne de la recherche, mais qui suivent les mêmes caractéristiques ou les mêmes profils que nous. Et ça aide beaucoup à avoir les objectifs dans la même direction et comment améliorer les différentes expériences. Sinon, et je connais des gens qui ont fait un postdoc après, et c'était pas les bons matchs entre les chercheurs et les postdocs, et des fois, ça empêche l'avancement un côté carrière. Et selon, en revenant à la question que vous me posez ici, et j'ai hésité en certains moments parce que je me disais, est-ce que ça c'est comme, un peu dans ma tête, il avait la citation, est-ce que je dois choisir un postdoc plus académique ou un postdoc plus côté clinique, vraiment comme fellowship, clinical fellowship, ou vraiment de côté recherche. Et pour ça avait besoin vraiment de médecins-chercheurs pour faire les liens entre les deux. Sinon, je pense que j'aurais pas les côtés de voir et suivre les patients. Et pour moi, c'était une partie très importante des tâches postdoctorales. Et oui, je pense que ça, c'est un peu les parcours. Ben, merci. Puis je pense que pour la plupart, ça partait de conversations. Donc, si j'ai bien compris, puis que c'est intéressant de voir que pour certains, c'était des personnes rencontrées dans des congrès, d'autres ont mobilisé le réseau de contact de leur directeur, directrice. Mais je me demandais si, dans cette démarche-là, on parlait de s'asseoir, aller luncher avec des professeurs et tout ça, mais quel genre de conversation on peut avoir pour amener entre le bonjour, se présenter, puis la signature d'un contrat de postdoc? Quel est le contenu de ces conversations-là? Comment ça fonctionne? On garde le même tour, le même ordre de question. Je pense que parce que je sais pas comment ça fonctionne pour les autres, là, vous allez me dire, moi, comment ça fonctionnait pour moi. En fait, pour mon premier postdoc, et aussi pour le deuxième, on va dire, c'est un peu similaire à ce que Adrien disait, je parle avec plusieurs personnes. Donc, c'est comme, soit, moi, j'ai répondu, par exemple, à une offre qui circulait sur le réseau AgeWell, auquel j'avais été récipient envers une bourse de chez eux, donc, c'était quand même des facilités à accéder à ce réseau-là. Puis sinon, c'est au cours de congrès que j'ai rencontré certains chercheurs qui venaient tout le temps assister à mes présentations, fait qu'on avait clairement des intérêts de recherche en commun, puis ça faisait quelques années qu'on discutait. Je pense à Ben Mortensen à l'UBC, ben, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et sinon, pour en tout premier postdoc en France, j'ai mobilisé mon réseau d'agents de quand j'étais à la maîtrise. Et donc, mon directeur de programme à l'époque, qui était chef de service à l'hôpital, et il a son laboratoire de recherche intégré à l'hôpital. Donc, j'ai juste envoyé un courriel en me disant, mais voilà, j'arrive bientôt à la fin de mon doctorat. Je sais que vous avez des projets en cours en géotechnologie, c'est vraiment filon, j'aime ça. Est-ce que il y avait des possibilités de financement, des possibilités de projet, puis les discussions venaient comme ça. La majorité des discussions que j'ai eues, c'était au cours de congrès avec des chercheurs qui n'étaient pas forcément, en fait, qui n'étaient pas d'ailleurs dans mon réseau de chercheurs au départ. C'était vraiment plus au détour de conversations, d'affiches scientifiques, des présentations à des congrès que ça s'est fait. Donc finalement, les congrès sont quand même pas mal, c'est chronophage, mais ça valait la peine. Puis c'est ça, c'était de discuter ce que Karine a dit là, c'est quel type d'encadrement tu souhaites, quel type de projet tu souhaites, toutes ces choses-là sont vraiment, c'est des choses très pratico-pratiques finalement. Beaucoup plus que pour le doctorat, je trouve que c'était vraiment essentiel de discuter de ça dans mon choix. En tout cas, moi, ça a été essentiel. Puis, je pense que dans le match avec les chercheurs aussi, ça a été important. Est-ce que j'allais être autonome sur qu'est-ce qui m'intéressait pour être motivée à travailler aussi. Donc, tous ces aspects-là, ça faisait partie des conversations que j'ai eues avec eux. J'essaie de réfléchir si je vois d'autres choses, mais je pense que c'est pas mal ça. Ouais.
Ben, peut-être que je compléterais, je suis complètement d'accord avec ce que Nolwenn a mentionné, mais je compléterais en disant, parce que là, ça donne qu'on est tous des gens finalement qui ont approché un professeur avec un projet, tout ça, mais il existe aussi des professeurs qui cherchent des stagiaires postdoctorales. Donc, ça vaut la peine de se tenir au courant sur LinkedIn ou parce que il y a des propositions, là. Donc, tu sais, actuellement, je pense que c'est hier que j'ai vu passer d'Annick Giguère à l'Université Laval, par exemple, qui cherche précisément un stagiaire postdoctoral avec un projet. Souvent, c'est des projets qui sont même financés. Puis, le chercheur va demander à ce qu'on fasse des demandes là, pour l'an 2, là. Mais, tu sais, donc, fait qu'il y a comme deux voies, là. Donc, ça peut être nous qui approchons quelqu'un pour le stage et qui va faire une demande de financement avec lui, mais ça peut être aussi de répondre là, à un appel d'offres là, finalement pour un stage postdoctoral. Puis une des choses, moi, qui me fascinait quand que je cherchais puis que je réfléchissais au postdoctorat, c'était mais c'est quoi un postdoctorat finalement? C'est une espèce de réponse qu'on ne sait pas trop, c'est pas écrit à nulle part. Puis là, finalement, tu parles avec plein de monde, puis tu t'aperçois qu'un postdoctoral, un stage postdoctoral, il n'y en a pas un pareil, puis finalement, ça dépend vraiment de la dynamique entre le superviseur et ce que tu souhaites. Fait qu'il y a quelque chose de très personnel au postdoctorat. Je pense qu'on le... Tu sais, il y a probablement des superviseurs qui ont des façons beaucoup plus structurées et qui savent exactement faire quoi doit... Mais il y en a d'autres, ce qui était dans mon cas avec mon superviseur, où moi, je construis beaucoup en fonction de ce que je veux, mon niveau d'autonomie et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler beaucoup avec la personne qu'on aimerait. Tu sais, fait que souvent, on va y aller en fonction de notre projet puis de ce qu'on a le goût de faire, puis on va aller chercher une expertise là-dedans. Puis des fois, ce qu'on veut, c'est le réseau aussi de contacts. Puis des fois, tu sais, fait qu'il y a comme, il faut réfléchir à ce qu'on recherche, trouver la personne, puis prendre le temps de discuter avec elle pour voir si c'est un match qui peut être important. Puis tu sais, j'imagine que les gens qui assistent à la conférence, à l'atelier, c'est parce que vous êtes au doctorat, vous savez comment c'est important la relation entre notre directeur et nous. Donc, on apprend de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir une super expérience, puis j'avais le goût de vivre ça aussi au postdoctorat. Fait que je pense que plus qu'on est authentique dans notre rencontre puis dans notre discussion, plus on a de chance que le fit soit le bon, tu sais, pour le faire. Je laisse Samuel poursuivre. Ben, c'est des très bons points. Puis moi, je rajouterais à ça que, tu sais, au-delà de l'aspect relation humaine avec les gens avec qui on va travailler, avec l'équipe qui va être dans le laboratoire, les professeurs, etc., puis de la thématique du projet, puis de ce qu'on va apprendre, il y a aussi, moi, ce que j'explorais dans mes lunchs là, avec les gens avec qui j'allais discuter pour voir les opportunités, tout ça, c'était surtout la vision qu'avaient ces professeurs-là du stage postdoctoral. Est-ce que c'est justement, ben, voici 45 000, puis toi, tu vas travailler temps plein sur ce projet-là parce que tu es autonome, puis tu as ton doc, fait que tu sais comment ça marche, ou c'est étant dans mon équipe, puis tu vas pouvoir, moi ce que je cherchais, vous aurez compris que c'est ce que je suis en train d'écrire la deuxième option, étant dans notre équipe, puis tu vas pouvoir en fait, c'est faire tes projets, écrire des demandes de fonds, initier des projets, développer ton réseau, puis c'est vraiment forger en fait ce qui t'intéresse, puis réfléchir à développer une programmation de recherche finalement, tu sais, qui te ressemble et tout ça. Je pense que c'est un élément qui est très important. Puis tu sais, comme Karine, puis comme je pense que tous les postdocs aussi se rendent compte, c'est que c'est très abstrait le postdoctorat, mais il y a autant de stages postdoctoral que de postdoctorants parce que c'est le postdoctorant, je pense, et son équipe qui fait ce qu'il veut faire finalement, tu sais, du postdoc. Donc c'est vraiment, faut faire preuve de leadership, puis il faut être clair par rapport à ce qu'on va aller chercher, mais il faut aussi faire preuve de flexibilité puis s'adapter aux différentes circonstances, saisir les occasions qui passent. Fait que c'est vraiment ça le stage postdoc, là, c'est de se laisser aller, de s'écouter puis de faire les choix pour nous, pour notre formation professionnelle, peu importe qu'est-ce qu'on veut faire après comme carrière après le postdoc. Là. Et j'ajouterais à ça que Samuel vient de dire et en fait, je pense que c'est super important et même une fois que vous avez une personne en tête, ok, vous voulez travailler avec cette personne et vous faites ces rencontres, vous échangez avec la personne, les possibles. Parlez avec des personnes qui ont passé par un postdoc avec cette personne ou en travailler avec cette personne pour être sûr et que c'est aligné à vos besoins et que c'est la personne que vous aimez, une personne avec laquelle vous aimeriez travailler avec.
Et j'ai fait et ça, c'est une stratégie qui était recommandée quand j'ai commencé mon doc et mon directeur des doctorats m'a dit, hey, parle avec mes étudiants et vois si tu aimes l'ambiance et tout, parce que tu parles avec moi et peut-être la relation semblait très bien, mais peut-être c'est pas l'ambiance de travail que tu voudrais. Et si vous parlez avec les différentes personnes qui travaillent avec cette professeur et peut-être vous aimeriez l'ambiance ou vous avez des choses davantage à les demander avant de, bon, je sais pas, signer quelque chose, etc. Et un autre bon point que Karine a mentionné, je pense que, comme elle a dit, et il y a plusieurs professeurs qui cherchent activement des postes. Et c'est vrai, j'ai sur Twitter et sur LinkedIn toujours là des offres de différents laboratoires qui cherchent et des étudiants. C'est une bonne stratégie si vous créez comme votre profil en LinkedIn ou, je sais pas, vous avez votre propre page personnelle avec votre CV. Ça, c'est une super bonne option aussi pour approcher ces options qui sont déjà probablement financées au moins au début. Ça vous permettrait, et normalement, notre simple stratégie, c'est comme cibler, si vous voudrez quelqu'un en spécifique, parlez-lui et non, écrivez-lui ces personnes ou demandez à quelqu'un qui les connaîtra de faire une petite introduction et une petite présentation. Et parce que ça, normalement, les gens sont super gentils. Des fois, les gens cherchent des postdocs, mais vous simplement, vous n'êtes pas au courant. Ouais, on passe des relations, c'est pas public, là, mais nous, un catalogue des postdocs qui sont offerts à différentes institutions. Alors, des fois, c'est seulement d'approcher ce professeur et de dire, non, je cherche un stage l'année prochaine, etc. Est-ce qu'on pourrait parler des maintenant, voir s'il y a une possibilité? Oui. Merci. Puis peut-être une autre question qui fait écho à ce que vous avez mentionné, l'idée d'aller chercher soit quelqu'un qui avait des intérêts de recherche communs, comme le fait de le recroiser plusieurs fois en conférence, comme Nolwenn, mais après d'aller chercher des compétences complémentaires. Je pense que c'était Samuel qui mentionnait qu'il y avait certains objectifs d'apprentissage professionnel précis en tête. Comment on trace la ligne entre ce qu'on souhaite développer comme compétence, puis ce qu'on doit déjà avoir au départ pour appliquer. Est-ce que c'est comment on peut appliquer sur un poste? C'est quoi le cut-off en fait de compétences à avoir puis de compétences à souhaiter développer? Super bonne question. Ben écoute, moi je pense que pour ça, en tout cas moi ce qui m'a vraiment aidé, c'était d'en discuter avec ma superviseure de doctorat, ma superviseure principale. En fait, dans le fond, on s'est assise, puis on a regardé mon CV, on a regardé sur quoi j'avais déjà travaillé et c'était ce qui pouvait manquer éventuellement à mon CV. Et c'est comme ça qu'on a ciblé, bon, bah, tu sais, t'as eu des projets de développement techno, des projets quali. Ce serait le fun d'aller vers des projets plus quantitatifs, d'aller vers des essais cliniques, des revues de méta-analyse, des choses, des projets un peu plus, des méthodologies de recherche que j'avais pas encore abordées ou peu. Puis, ben, c'était de me former à côté. Je suis allée faire un essai clinique randomisé et une méta-analyse pour mon premier postdoc. Je savais que j'avais les compétences de base pour initier le projet, faire la métho, puis peut-être que j'avais un peu moins de compétences pour ce qui était de l'environnement de travail, parce que de faire un essai clinique randomisé dans un centre de recherche, c'est pas la même chose que de le faire avec des patients hospitalisés sur une durée précise. Mais bon, ça s'apprend sur le terrain. Il faut aussi se faire confiance un petit peu. Puis ben, en fait, je suis allée me former. J'ai profité de ce temps-là pour finir ma maîtrise en statistique que j'ai fait commencer il y a des années que j'avais jamais terminé. Et j'en ai profité pour faire ça en parallèle de ce postdoc-là. Fait que je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à nos anciens superviseurs, ouais, enfin, vos superviseurs actuels, là, des doctorats, parce que eux, ils savent quelles sont vos compétences aussi. Donc, c'est le fun d'en discuter avec eux si vous avez ce type de relation-là avec eux, de savoir, ben, tu sais, c'est quoi vos forces, c'est quoi les faiblesses un peu de votre profil et de votre CV qui pourraient être comblées par tel ou tel postdoc. Puis après, se lancer, là, mais c'est ça, je pense que le postdoc, ça offre aussi une certaine flexibilité qui permet de se former en parallèle. Donc, je pense que tu sais, on a quand même acquis des compétences durant le doctorat en termes d'autonomie pour aller rechercher l'information dont on a besoin. Puis, donc, si on fait confiance à cette autonomie-là qu'on a construite au fil du temps pendant le doctorat, ben, tu sais,
ça se passe quand même relativement bien. Moi, je pense pas avoir fait n'importe quoi pendant mon postdoc, même si c'était des méthodologies de recherche que j'avais jamais appliquées auparavant. Donc, il y a des superviseurs sur place, on n'est pas tout seul non plus. C'est bien ça que ça sert aussi le postdoc, là, c'est d'être quand même. En fait, moi, les superviseurs que j'ai eus en France et que j'ai actuellement, ils ont tous un rôle un peu de conseiller. Je ne les vois plus comme des boss, mais vraiment comme des ressources. Je fais ma job avec l'équipe avec laquelle je travaille. Puis quand j'ai besoin de valider certaines choses sur le plan méthodologique ou sur le plan logistique, ben, je les interpelle puis ils sont toujours disponibles. Donc c'est plus ça que je m'en allais rechercher pour le postdoc et c'est ça qui m'a rassurée, même s'il me manquait certaines compétences au départ. J'abonde dans le même sens que Nolwenn, là, dans le sens que le postdoc, c'est encore un lieu d'apprentissage. Là. Donc, il n'y a pas... moi, en tout cas, je me serais pas limitée à postuler sur un postdoc affiché en me disant j'ai pas les compétences parce que je pense qu'il est attendu que tu peux les développer. Je pense qu'il faut avoir un intérêt profond pour le sujet qui est proposé par le professeur, par exemple, parce que, tu sais, il faut être motivé et tout ça. Mais puis après ça, c'est d'avoir une conversation franche, tout simplement. Voici mes forces, puis voici ce que je ne connais pas. Puis là, à ce moment-là, la personne va décider si elle te prend ou pas. Puis si elle te prend, ben, elle va te former, tu sais. Donc, fait que moi, ça serait... En tout cas, je pense pas qu'il faut se limiter à ça. Puis au contraire, plus qu'on est très clairvoyant dans nos forces, puis ce qu'on doit aller chercher, plus le postdoc va être utile parce qu'on va s'en servir pour ça, tu sais. Puis comme Nolwenn disait, moi aussi, ce que je recherchais, c'était une relation plus de mentorat. Puis ça aussi, c'est des choses qui se disent, tu sais. Donc, j'ai ma propre programmation de recherche qui est financée. Ce que je veux, c'est un accompagnement. Puis, fait que, tu sais, nous, on s'est entendus. On a une rencontre par mois qui est fixée, qui est à l'agenda. Fait que comme ça, si j'en ai besoin, ben, c'est lui, il a cette disponibilité-là qui est réservée pour moi. Je peux lui envoyer des courriels, puis je peux l'appeler là, si j'ai besoin et tout ça. Mais c'est vraiment dans ce suivi-là, dans les défis. Puis c'est dans les défis, dans le projet de recherche, mais c'est aussi dans les défis de les réflexions. Ah, il y a telle opportunité. Tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup d'opportunités qui nous sont offertes, là. On ne peut pas toutes les prendre pour une question de gestion de temps, là. Fait qu'il faut être capable de discerner. C'est pas toujours facile. Fait que là, tu sais, dire, hey, qu'est-ce que t'en penses? T'sais, fait que c'est vraiment, moi aussi, là, une relation de coach, de mentorat, et tu sais, ou de dire, ah, écoute, j'aimerais ça développer tel aspect, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, OK, ouais, t'as peu, j'ai une telle collègue qui. Fait qu'on profite aussi du réseautage, puis du réseau, c'est-à-dire de notre superviseur, là, tu sais. Fait qu'on peut bénéficier de ça. Donc, fait que, le cut-off, je pense que c'est d'avoir un PhD, puis d'avoir de l'intérêt sur le sujet de recherche, puis le reste, c'est d'avoir une conversation qui est authentique avec la personne que tu approches là, pour le postdoc. Je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit, puis c'est drôle parce que autant je doute énormément, tu sais, de ce que je peux faire au quotidien parce que, tu sais, souvent on a beaucoup de pression de performance, ou si jamais c'est bon et tout ça, que j'ai jamais douté de si j'avais ce qu'il fallait pour faire le postdoc parce que je me disais c'est un stage. C'est un stage postdoctoral. Fait que d'abord que la thématique m'intéresse, puis que je fais preuve de leadership, puis que j'ai envie d'apprendre ce qui va se passer dans le projet, ben gros, ça devrait bien aller. Fait que c'est a posteriori, je me rends compte que je me suis pas posé cette question-là. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, puis on le sait, mais on dirait qu'on le pense pas, c'est que des fois, les chercheurs ou les profs qui vont afficher des annonces de recrutement pour des projets de recherche, ça se peut très bien que eux aussi, ils l'aient jamais fait, cette méthodologie-là. Puis moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Là, je suis arrivé dans une grande équipe avec des chercheurs de différents champs, de la science de l'adaptation, mais aussi de sciences sociales et tout ça, qui se sont dit, nous autres, on fait un living lab à l'échelle d'un quartier à Montréal, puis on devient, pas des experts, mais on se lance dans du co-design, approche partenariale et tout ça, puis on se fait coacher par des experts méthodologiques. Fait que moi, j'arrivais comme postdoc en même temps qu'une équipe de 12, 13 chercheurs qui, eux aussi, ne maîtrisaient pas du tout sur le bout de leurs doigts là, tout ce qui sont ces approches-là. Fait que c'est sûr que ça a fait un climat où est-ce que justement on était tous ensemble en train d'apprendre, puis on s'est rendu compte qu'on avait tous aussi nos forces à différents degrés là, dans différents éléments là, qui permettaient de faire le co-design ou les recherches partenariales et tout ça. Donc c'est ça. Des fois aussi, les profs qui affichent les projets, ça se peut qu'ils n'aient pas fait non plus la méthode. Puis on s'entend qu'on est tous à la maîtrise au doc ou au postdoc, fait qu'on est capable d'apprendre, fait qu'il faut se faire confiance.
Oui, oui, en effet. Et l'expérience pour moi, c'était un peu pareil parce que et j'ai cherché quelque chose en neurologie, non? Mais j'avais pas développé beaucoup de connaissances dans le côté neuroimagerie pendant mon doctorat parce que c'était plus cardiovasculaire. Mais j'ai parlé à la personne, non, à ma directrice maintenant, et je l'ai proposé, je vais développer cette expérience côté neuroimagerie. Est-ce qu'on peut avoir comme des workshops, est-ce que je peux avoir un cours, etc., pour développer ces expériences parmi que j'ai fait les développements de projets. Mais elle était très, elle a soutenu toute cette parcours en développant ces expériences. Elle m'a encadré beaucoup à ce côté-là, mais on a parlé bien avant de l'envie de développer un plan de développement des aptitudes, etc. Mais je pense que, comme, je sais pas si c'est Karine ou Samuel qui a mentionné qu'il faut avoir un doctorat, non? Et le minimum, c'est avoir un doctorat intéressé au sujet. J'ai écho ces sentiments parce que c'était un peu l'expérience que j'ai regardé, pas seulement avec moi, mais avec mes collègues qui ont fait des postdocs dans des sujets similaires et ils ont cherché et agrandir ses bagages des expériences en ajoutant des nouvelles expériences. Et normalement, jamais j'ai entendu une personne qui était comme, oh non, on veut vraiment quelqu'un qui a ses compétences et qui soit comme, qui soit seulement dédié à ça. Et parce que normalement, c'est comme processus dans la carrière de développement des nouvelles expériences, mais aussi, on avait déjà des compétences de leadership, on a déjà des compétences et scientifiques qui s'est bien développées parmi les doctorats. Alors, c'est une opportunité d'agrandir ces bagages. Un peu que une chose qui m'a surpris beaucoup quand j'ai commencé mon postdoc, c'était en échangeant avec des différentes et membres des différentes équipes, il a des gens qui commencent à développer ces expériences, même à niveau professeur, etc., qui veulent comme expandir ses connaissances et on fait comme l'apprentissage ensemble et des fois. Alors ça, c'est vraiment on pense que non, le professeur connaît tout dans les domaines et des fois c'est pas le cas, non? Et il commence à apprendre avec ces nouvelles compétences qu'on connaît pas. Donc, par exemple, dans mon camp, on voulait développer cette expérience des commandes et faire la transition d'un produit qu'on avait côté neurologie, mais les développer plus comme un produit commercial. Ni elle ni moi comment c'est le processus, etc. Alors, on a commencé à apprendre ensemble ce processus, mais c'est une super belle expérience. Ben, merci beaucoup pour votre générosité dans vos réponses. Je vais passer la parole à Jessica pour poursuivre avec l'autre thème. Oui, bonjour tout le monde. Avant de passer complètement dans l'expérience du stage postdoctoral, donc du jour en jour et de semaine en semaine, j'avais une petite question pour faire un peu la transition entre comme se rendre à faire un postdoctorat puis faire le postdoctorat. Je voulais savoir si vous aviez des conseils que vous avez reçus dans votre transition à être un doctorant puis à devenir faire un postdoctorat, ou si vous auriez aimé avoir un conseil particulier avant d'entreprendre ces démarches-là, pour comme ça, on va le partager avec les gens qui sont peut-être encore en train de se demander si oui ou non, puis c'est peut-être des affaires qui vont leur aider pour faire leurs décisions, dont moi-même qui est rendu proche de ça aussi. Moi, les conseils que j'ai reçus, en fait, j'ai reçu 2 conseils, mais c'est un peu redondant avec ce que j'ai dit avant, fait que je m'excuse, mais ça va synthétiser le tout. Le premier conseil que j'ai reçu, c'est d'aller chercher quelque chose de différent et complémentaire à ce que j'avais fait pendant ma maîtrise à mon doc, et de penser à sa programmation de recherche quand tu fais ce choix-là. Donc, que ce soit, c'est ça, comme je disais, dans les thématiques de recherche, les méthodologies ou le milieu dans lequel tu veux travailler. Donc, ça a été le moteur de toutes les décisions que j'ai prises jusqu'ici. C'est le premier conseil qu'on m'a donné. Puis le deuxième, c'est de se faire confiance. C'est que tu l'as ton doctorat.
Et que tu as démontré quand même que tu étais capable de réaliser de bout en bout un projet de recherche. Tu peux répéter l'expérience, là, c'est juste des petites différences finalement bénignes par rapport à tout ce que tu auras déjà appris. Je trouve que le gros de l'apprentissage, c'est le doc, puis ça, c'est validé, donc c'est bon. Faut juste y aller, se lancer. Je dirais aussi 2 conseils. Le premier, c'est que c'est d'y penser un petit peu avant la fin du doctorat, si on veut être financé. Il y a comme des démarches à faire avant, si on veut qu'il y ait une continuité. On peut faire notre postdoctorat jusqu'à 5 ans après notre soutenance. Fait que c'est un temps quand même limité, là. Fait qu'il faut y penser. Puis, c'est pas un conseil, mais moi, j'ai été surprise par l'espace de transition, en fait, parce que, tu sais, le temps où tu fais ton dépôt, ton dépôt initial, que les évaluateurs évaluent et tout ça, mais là, tu sais que tu es financé. Fait que là ça fait comme commencer avec ton superviseur. Fait qu'il y a une espèce de... Je sais pas les autres si vous avez vécu ça, là, mais moi, ça m'a surpris. Là. Tu sais, il y a eu une espèce d'entre-deux, là, entre comme la soutenance. Tu sais, c'est pas comme le passage que j'avais vécu avant, où quelque chose arrête puis quelque chose débute. Là. Il y a une espèce de chevauchement, en tout cas dans mon cas à moi, qui m'a comme surpris. Puis à un moment donné, j'ai comme dit, OK, mais il dure combien de temps, ce chevauchement? Quand est-ce que je vais me sentir juste post-doc? Et dans mon cas, moi, ça a été quasiment un 6 mois. Ben, c'est pas grave, c'était bien correct, mais ça m'a surpris. Tu sais, je m'attendais pas à ressentir un chevauchement entre les 2 positions, les deux postures. Là. C'est pas grave, c'est juste drôle, ça m'a juste surpris. Fait que vous pourrez savoir que ça peut arriver, ce type de chevauchement-là et de surprise. Mais pour continuer sur l'histoire du chevauchement, moi aussi j'ai vécu ça parce que ce que j'avais entendu, ce que plusieurs collègues ou professeurs me parlaient, c'est que le postdoc, c'est vraiment pas comme un doc. OK, so what, là, c'est tellement abstrait, tu sais, mais ils ont raison, c'est très différent, puis il y a eu une période d'adaptation de moi aussi, peut-être 6 ou 7 mois où est-ce que naviguer dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle université, dans un nouveau laboratoire, dans des nouveaux projets avec des nouvelles méthodes, c'est une chose, mais après ça, de le faire aussi avec des responsabilités qui sont différentes, puis de comprendre aussi que la relation, tout dépendamment en fait de la relation que vous avez avec votre équipe de direction pendant la maîtrise de doctorat, qu'elle soit positive ou négative, la relation rendue au postdoc, elle est différente parce que c'est davantage de la collégialité, du mentorat, qu'une équipe de direction qui peut quand même faire preuve de mentorat, évidemment, quand on est à la maîtrise ou au doctorat. Mais il y a vraiment ça à naviguer. Puis sinon, il y a peut-être 2 ou 3 conseils que j'aurais aimé avoir ou que je me rends compte que si j'ai pensé à ça, en tout cas, ça a été utile. C'est de faire les choix pour vous. C'est pas faire, pas vous, je peux pas dire ce mot-là, on est enregistré, là, mais pas vous vendre pour la science. Faites-le pour vous, tu sais, puis c'est une chose, mais c'est le travail, c'est une passion, mais vous avez votre vie aussi. Fait que de partir à l'autre bout du monde, si vous voulez le faire, faites-le. Mais c'est pas vrai que vous êtes obligé de faire ça non plus, pour réussir en recherche. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, c'est important de réfléchir à où vous voyez après le postdoctorat. Donc, ça veut dire de qu'est-ce que vous voulez aller chercher pendant le postdoc pour, en fonction de l'emploi ou de l'établissement où est-ce que vous visez, vous souhaiteriez revenir, comment vous assurer ou du moins mettre les chances de votre bord pour que vous soyez complémentaire à l'équipe de chercheurs dans un établissement ou à une équipe dans un ministère ou un organisme communautaire où vous pourriez aller travailler après. Donc, de réfléchir de manière stratégique à comment vous rendre un atout en fonction de où est-ce que vous voulez aller. Puis sinon, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Ça fait 2, j'avais dit 3, mais c'est 2. En parlant d'échauffement, et en fait, et pour moi, c'est presque pareil 6 mois. C'est rigolo que c'est presque pareil pour tout le monde. Et c'était 6 mois aussi parce que j'avais pas fait ma soutenance des tests encore. Mais j'avais tout prêt, j'avais déposé. Mais la directrice des postdocs me disait, on doit commencer maintenant parce qu'on commence les financements maintenant. Alors, j'ai commencé mon postdoc, mais je n'avais pas fait la soutenance. J'avais fait la soutenance encore. Alors, c'était cette période bizarre entre que j'ai commencé les postdocs, mais je vais pas faire la soutenance encore et planifié pour, je pense, décembre. Alors, ça avait cette période que j'étais comme doctorat, mais en même temps postdoctorat. C'était un peu bizarre, mais pour faire les côtés financement, il a fallu commencer avant. Alors,
c'était bizarre. Mais une autre, peut-être en termes de conseils, je pense qu'une chose que j'aurais aimé savoir avant, c'était le côté développement du réseau personnel, parce que avant j'étais pas du tout impliqué en ça. Et j'avais pas de page de LinkedIn, j'avais rien de ça. Mais quand j'ai commencé mon postdoc, je pense qu'à certains moments, il faut que quelqu'un m'a recommandé ça, mais je pense que c'était très utile de commencer à créer ton propre réseau personnel et des chercheurs, des personnes qui sont de différents milieux, pas seulement des milieux académiques, parce que ça va permettre de créer plus d'options pendant que vous avancez dans vos carrières, et l'effet d'avoir des différentes personnes en différentes universités, euh, en différents milieux, en fait, ça permettrait vraiment non, à un certain moment, ok, tu connais des gens d'ici, et ici, tu peux échanger des idées, voir si tu me parles, les chemins, et tu peux toujours changer. Alors, cette création de réseaux personnels et comment on peut et une marque personnelle, ça aide beaucoup. Mais j'aurais aimé savoir ça avant. Et ça te permet aussi d'avoir la possibilité de poser des questions aux gens. Et j'ai cette idée de, je sais pas, ces subventions, mais est-ce qu'on peut collaborer ensemble, etc. Et normalement, j'ai regardé que les gens sont super ouverts, non, et à n'importe quel niveau, non, et soit le niveau dans l'échelle, non, entre professeur et postdoc, ou l'échelle, non, sont des super, non, je sais pas, des vedettes dans les mondes de la recherche, dans ton milieu, etc. Dans ton milieu spécifique, ou dans ton domaine, mais des fois, sont super ouverts à partager, mais je savais pas, toujours, je me sentis comme, oh, je suis les postdocs, les étudiants de doctorat, sont ici, et cette personne sont ici, alors, il faut et avoir certaines distances, mais normalement, ils sont super ouverts, et j'aurais aimé avoir ces possibilités partagées avant. Et une autre chose que je savais pas avant, mais il y a toujours l'option de faire ces sortes de postdocs, pas seulement dans les milieux académiques, mais aussi dans les milieux entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui ont la possibilité de faire ces sortes de postdocs. Et ça te ferme pas la porte dans les milieux académiques, mais aussi, par exemple, les États-Unis et la flagship Pioneers à Boston, c'est comme c'est canadien, les fondateurs de Montréal. Mais c'est le même fondateur par exemple, des Moderna, l'entreprise pharmaceutique. Mais ils ont des postdocs qui te permettent de faire un M200 dans ces milieux industrie. Et si tu aimes pas, tu peux toujours faire un deuxième postdoc côté académique. Et tu fais de la recherche aussi, etc. Et une autre chose, il y a aussi les scientifiques en chef à créer ce programme pour faire des postdocs comme scientifiques en résidence dans les différentes délégations du Québec à l'étranger. Alors ça, c'est une autre option aussi. Et je pense qu'ils viennent de l'ouvrir pour faire des postdocs dans les délégations à Munich, à Tokyo, etc. Ça, c'est une super chose qu'il n'y avait pas avant. C'est une expérience de faire des traits de la côté et politique et des recherches et implémentation des politiques publiques. Ça, c'est un autre côté intéressant qu'il n'y avait pas avant quand j'étais dans la transition. Merci beaucoup, Adriane, puis tout le monde aussi. Donc, on va passer à la prochaine question qui fait un peu un rebond sur ce que Samuel disait sur à quoi ça ressemblait un peu une journée de stagiaire postdoctoral, puis c'est quoi les différences majeures avec nos journées typiques de doctorants. Donc, il y a eu tout l'aspect de mentorat qui est pas la même chose avec le professeur et nous-mêmes. Mais c'est ça. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres aspects qui sont différents, d'autres pressions que vous avez ou pas par rapport à lorsque vous étiez en train de faire votre doctorat? Donc, voilà. C'est très difficile de répondre à ça, je trouve, parce que comme le disait Karine au début, c'est qu'il y a tous les postdocs sont différents. Donc, quand je suis la seule à avoir fait 2 postdocs, les filles, fait que là, juste mon expérience personnelle, je trouve que les 2 étaient complètement différents. Il y en a un où j'avais des horaires à suivre, la journée était très rythmée. Celui que je fais actuellement, c'est beaucoup plus, ça change beaucoup. Je gère plus de projets différents. C'est difficile de dire, de parler d'une journée type. Je pense que je me lancerai pas là-dedans. Par contre, je dirais que la différence principale que je vois par rapport au doctorat, c'est, bon, déjà, il n'y a pas de cours. Ça, c'est une grande liberté. Bon, c'est très, très agréable de plus du tout avoir de cours.
Mais la différence principale, c'est le niveau de responsabilité, je trouve. Tu sais, mettons dans le postdoc dans lequel je suis actuellement, c'est la première fois que je dois vraiment officiellement gérer une équipe avec plusieurs professionnels de recherche. Donc, ça demande d'avoir un leadership différent de celui qu'on avait pendant le doctorat, d'avoir un niveau d'autonomie, de confiance en soi qui est un peu différent aussi de celui au doctorat. Ça, ce serait pas mal la différence principale. Et je pense que ce qu'on attend aussi, nous, un peu plus, on l'attend déjà au doctorat, mais on l'attend vraiment beaucoup plus au niveau du postdoc, je trouve, c'est le niveau d'initiative, la prise d'initiative dans ce que disait Adrienne tout à l'heure dans le réseautage aussi, c'est créer des connexions avec d'autres chercheurs pour des projets. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est comme une vraie coche au-dessus au niveau du postdoc. Là. Ce serait pas mal ça, les grosses différences que je verrais, là, le niveau de responsabilité, puis il y a une pensée stratégique un peu plus long terme que quand j'étais au doctorat, je trouve. Pour moi. Je suis d'accord avec Nolwenn qu'une journée typique, il n'y en a pas, là, de toute façon. Il n'y a pas un postdoc pareil, mais même à l'intérieur de notre postdoc, je ne serais pas capable de décrire une journée typique. Là. Mais ce qui distingue, en tout cas moi, dans mon expérience à moi, ce qui distingue grandement, c'est l'espèce de souplesse et de flexibilité, probablement du fait qu'on n'a pas de cours, là. Fait que, tu sais, quand tu débutes ta journée, c'est toi qui décides sur quoi tu vas travailler aujourd'hui, là. Donc, ça prend une certaine discipline quand même, là, parce que les délais, il n'y a plus de délais, en fait, outre ceux des projets, là, mais on n'est plus cadré par un début, un milieu de session, une fin de session, ça n'existe plus tout ça, là. Fait que ça prend une certaine discipline pour faire avancer tes projets. Fait qu'on est vraiment plus dans une posture de gestion de projet, d'autonomie, de décider ce qu'on priorise dans notre journée, de choisir à travers la multitude d'opportunités qui vont se présenter aussi, lesquelles on accepte, lesquelles qu'on refuse parce qu'à un moment donné, une journée, ça a 24 heures, puis on a d'autres passions que juste notre travail et des enfants et autres. Mais, fait que, tu sais, fait qu'une journée typique, il n'y en a pas, mais tu sais, en même temps, il y a quelque chose de super beau là-dedans, c'est qu'on a une grande autonomie aussi. Fait que, tu sais, Noël, tu disais, il n'y a pas de cours. C'est vrai qu'il n'y a pas de cours obligatoires, mais on peut faire des formations, celles qui nous tentent. Fait que, moi, je suis allée chercher des formations, j'ai accepté des ententes, puis des contrats, mais parce que je voulais aller explorer, tu sais, en janvier, j'ai pris un contrat parce que c'était une université que je connaissais pas, puis j'avais le goût d'explorer comment ça se passait dans cette université-là, que ça pourrait être un milieu de travail éventuellement. Donc, fait qu'il y a tout un travail d'exploration. Un des conseils qui m'avait été donné, moi, pendant le postdoctorat, c'était lis le plus possible que tu peux. Bon, je suis pas sûre que je le fais autant que ce que la personne me recommandait, mais parce que je comprends que tu as moins de temps après pour lire. Fait que je pense que ça dépend de ton équipe. Ça dépend du projet que tu as, s'il structure beaucoup ta journée ou si tu as plus d'espace parce que tu es, par exemple, en recension d'écrit ou des choses comme ça. C'est sûr qu'il y a de l'espace pour la rédaction qui est comme quand même attendu. Puis je dirais que la pression, je pense que ça dépend des équipes dans lesquelles tu es, mais je pense que la pire pression, c'est celle qu'on se met nous-mêmes, là, tu sais, de la performance, puis de ce qu'on a le goût de faire, puis de ce qu'on va accomplir. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est vraiment... en tout cas, pour moi, le postdoc, c'est une période d'or un peu, là, dans le sens de cette flexibilité, puis de cette souplesse-là, puis du rythme que je veux bien avoir à l'intérieur de ma journée. Puis c'est aussi quand même l'inconfort de cet espace de transition-là où ce qu'on n'est pas encore assis sur une chaise, où ce que, tu sais, fait que, tu sais, Samuel, il nous met tantôt de faire des projets, d'élaborer des projets, mais tu élabores des projets toujours dans cette contrainte-là où la chaise, elle est temporaire, elle est le temps de ton postdoc, elle est... Fait qu'il y a ça qui est là. Moi, j'aime beaucoup les projets court terme parce que je trouve que ça cadre bien. Fait que, tu sais, fait que dans la journée, ben oui, il y a de contacter du monde, leur présenter un projet, leur demander si leur tente de participer, de créer des équipes. Ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que voilà. Fait que bref, il n'y en a pas de journée typique. Puis je pense que les journées ressemblent à ce qu'on veut bien qu'elles ressemblent. Là. Fait que c'est une belle opportunité pour design your work. Je suis d'accord avec plein d'éléments qui ont été dits par Nolwenn puis par Karine.
Pour moi, là, je pense que c'est probablement clair à travers mon discours ou mon non-verbal, mais pour moi, le postdoc, c'est une période de grâce pour vrai là, au niveau des apprentissages, au niveau professionnel. C'est vraiment le sweet spot de la recherche. Puis je dis ça parce que je me le fais dire aussi de plusieurs professeurs de « Ah, mon Dieu, profite-en de ton postdoc, c'est non le fun parce que tout ce que tu as à faire, c'est de la science, réfléchir, penser à des projets, faire des collaborations, sans voir tous les éléments plus administratifs ou des charges d'enseignement importantes ou d'autres éléments qui peuvent limiter le temps qu'on a à consacrer à la recherche. Fait que, pour ça, c'est vraiment une période de grâce, en tout cas de mon côté. Puis, je partage aussi l'avis là, de Nolwenn et Karine qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Vraiment pas une journée qui se ressemble. On n'arrête pas. Les différences que je vois avec le doctorat, je sais pas pour les autres, mais moi, je sais que j'ai jamais été aussi occupé. Je travaille vraiment plus que quand j'étais au doctorat, peut-être parce que je sens que justement j'ai les compétences ou les atouts pour livrer la marchandise. Puis comme Karine le disait, ben on se met une certaine pression aussi pour la livrer cette marchandise-là. Mais c'est vraiment la négociation là, des opportunités là, qui prend tout son sens ici, puis le mentorat que vous pouvez avoir pour être stratégique par rapport à l'acceptation ou au refus des opportunités. Parce que on en a des images en tête là, de professeurs ou de gens qui travaillent en dehors du milieu académique, puis qu'ils n'y arrivent pas. Puis ça, c'est un idéal que je ne veux pas atteindre. Fait que voilà, fait que ça, c'est important. Puis sinon, des choses que je fais plus au postdoc puis que je ne faisais pas au doctorat, ben tout ce qui est supervision d'étudiants de maîtrise, de doctorat, ça prend une grande partie de mon temps quand même. Là. Mes directrices avec qui je travaille ont beaucoup d'étudiants. Donc, c'est moi souvent qui va contribuer à orienter les travaux, faire les premières lectures des manuscrits scientifiques et tout ça. Je travaille beaucoup sur plusieurs demandes de fonds également. Puis la gestion de personnel aussi, la coordination de projets de plus grande envergure aussi, là, qui prend plus de place que quand j'étais au doctorat. Je pense qu'il a, on dit ça tout, et était toujours le côté indépendance parce que, et, dans les, comme, quand nous sommes, côté doctorat, on nous sent comme, OK, on est on peut ne pas limité, mais on est supervisé par quelqu'un directement, non? Et parce que on sent qu'on n'a pas encore notre doctorat, etc. Mais une fois qu'on traverse à côté postdoctoral, j'ai senti qu'il y a beaucoup plus d'indépendance pour faire et organiser notre journée. Au moins de mon côté, organiser mon journée comme je vais vraiment comme organiser mon temps, etc. Mais c'est vrai que si bien on peut organiser la journée et à ajuster nos besoins et de toute façon la charge de travail c'est beaucoup supérieur, c'est très supérieur à niveau doctorat. Et même expérience avec que Samuel et côté dans notre lab, il y a plusieurs étudiants de différents niveaux entre et maîtrise et doctorat et stagiaire et aussi. Alors il faut faire la supervision. Et dans mon cas, je suis le seul postdoc dans les labos. Il y a des étudiants de doctorat, mais c'est comme un peu gestion des ressources humaines aussi des fois. Alors il faut comme coordonner les différentes équipes qui organisent les gens, etc. Parce que et dans mon cas, et ma directrice, elle travaille aussi dans la clinique. Alors des fois, elle est très occupée. Alors c'est à moi d'organiser les équipes, voir que tout avance bien dans les côtés de l'étude, dans les dossiers qu'on gère dans les laboratoires. Et non, un peu ces côtés plus administratifs aussi. Alors, il faut organiser les temps, mais à certains moments, tu développes des expériences en PD gestion. Ça c'est nécessaire aussi, non? Et éventuellement, et passer à je sais pas, pour des profs, un poste plus avancé. Il faut avoir ces sortes de compétences aussi, non? Et aussi, ça te permettre aussi on peut encadrer des étudiants, de les former. C'est une chose que j'ai commencé à aimer beaucoup. Et j'avais un peu d'expérience côté doctorat, mais côté postdoctoral, c'est vraiment une explosion des responsabilités à ces niveaux-là, mais toujours, tu gères les différentes équipes et si tu as une question, tu sens qu'il y a quelque chose et tu as pas la capacité ou l'habilité, c'est vraiment à ce moment-là que tu parles avec ta directrice de recherche, tu dis, comment est-ce que je gère ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, etc. J'ai ces sortes des propositions pour faire plan A, plan B, etc. Et c'est elle qui était aidée à prendre une décision.
mais ça te permettra de développer cette expérience qui vont être très, très utiles, je pense, dans les futurs. J'oserais ajouter, on était très disciplinés dans l'ordre jusqu'à maintenant. Là, je défais ça. C'est juste que Nolan a nommé quelque chose, puis je veux juste le souligner parce que moi, je savais pas ça. Fait que je me dis peut-être qu'il y en a d'autres qui ne savent pas, mais parce qu'elle a dit j'ai fait 2 postdoctorats, hein, mais c'était le premier, était-tu d'un an, Nolwenn? Parce qu'il y a ça. C'est ça, hein? Fait qu'il y a comme différents profils parce que tu peux avoir un postdoctorat, mais qui, si tu es financé 3 ans, ben, tu vas être 3 ans sur le projet ou les projets avec la même équipe à tout le moins. Et tu as des postdoctorats qui peuvent être offerts d'1 an. Et donc, tu peux décider de faire un postdoctorat d'1 an à un endroit, puis changer après ça pour en faire un autre, tu veux découvrir d'autres choses. Fait que ça aussi, c'est différentes possibilités auxquelles il faut réfléchir, qui peut dépendre des fois de la nature du financement, mais qui n'est pas à négliger non plus. Quelqu'un qui voudrait faire un postdoctorat pourrait rechercher un postdoctorat 1 an pour voir qu'est-ce que c'est, puis après ça. Tu sais, il y a comme bref, je voulais ouvrir sur cette distinction-là que moi, je n'avais jamais allumée avant là, qu'il y avait ça. Puis, tu sais, pour compléter ce que tu dis, Karine, c'est que, ben, oui, ça peut être, la durée peut être à cause du financement. Moi, c'était pas mon cas. Et le financement, si j'avais voulu rester 5 ans là-bas, j'aurais très bien pu. Je voulais juste pas rester 5 ans loin de mon mari. Je pense que si je l'avais baladé de France à Montréal pour le divorce, tout ça, à un moment donné, je pense. Mais non, c'est ça. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut décider, nous, au départ. On parlait tantôt qu'on n'est pas obligé de s'expatrier super loin pour pouvoir réussir en recherche, mais si vous avez le goût de le faire sur 6 mois, ça existe, ça aussi. Puis, tu sais, c'est très possible de, tu sais, comme moi, j'ai comme instauré un essai clinique qui roule maintenant. Je continue de recevoir les données puis de les analyser sur parce que j'aime ça. Si j'ai plus du tout l'obligation de le faire, mais c'est parce que j'aime ça que je continue de le faire. Mais en vrai, j'avais besoin d'être sur place au début, finalement, puis après, il y a d'autres professionnels de recherche qui ont pris le relais, mais je suis quand même part du projet à distance en dehors du postdoc, et qu'il y a plein de possibilités. C'est à la carte, en fait. Il faut juste, comme vous l'avez tous dit dès le départ, le dire quand vous discutez avec le superviseur, dire qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vos contraintes familiales aussi et personnelles qu'il faut prendre en considération beaucoup là. Parce que c'est quand même une période de notre vie où le classique, l'âge qu'on a quand on est en postdoc, c'est un âge un peu charnière, où on a plus de contraintes familiales que ce qu'on aurait pu avoir quand on faisait notre doctorat, ceux qui ont fait le parcours plus habituel, scolaire. Merci beaucoup d'avoir complété. Ça m'amène un peu à mon dernier point que je voulais soulever dans cette section-là. C'était un peu, comme vous parliez de vous étiez vraiment occupé, puis en même temps, on a beaucoup de contraintes dans notre vie personnelle et professionnelle. Puis je voulais savoir comment est-ce que vous êtes capable de garder un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. C'est ça, ma question. Bon, toi, encore, ouais, encore une fois, je pense que je suis pas un très bon exemple. Je trouve que c'est difficile, honnêtement, de garder un équilibre vie perso, vie pro. Ouais, c'est ça. Moi, je suis partie, j'ai fait ce choix-là aussi parce que je pense que c'est important pour mon dossier. Et puis, c'est sûr que c'est une pression sur ta vie familiale quand tu décides de partir comme ça pour un postdoc. Il faut vraiment bien le négocier. Il faut que financièrement, en fait, c'est interrelié, je trouve, l'équilibre vie pro, vie perso aussi avec les finances qui vont avec. Il y en a plusieurs qui ont dit que leur postdoc soit financé, c'était pas un non négociable. Je pense qu'en fait, c'est le cas pour tous. Je ne penserais pas commencer un postdoc sans être financé parce que c'est impossible de manier, d'allier ça avec une vie personnelle équilibrée, je pense. Donc, ouais, c'est ça. Puis, il y a un autre aspect, c'est, comme je disais tantôt, c'est souvent à des âges un peu charnières. C'est pour les femmes, c'est l'âge où on fait un peu des enfants, souvent. C'est pas tout, faut se méfier, c'est pas tous les financements qui permettent d'avoir des congés parentaux. Je dis pour une femme, mais en fait, les hommes ont le droit à congés parentaux aussi, mais disons que c'est encore plus crucial pour une femme que pour un homme. C'est pas tous les financements qui permettent ça, faut vraiment y réfléchir. C'est quand même. J'ai eu plusieurs financements au cours de mon postdoc. Tous les financements jusqu'ici me permettaient d'avoir un congé parental. Celui que j'ai présentement, qui est l'UNITAX. L'UNITAX, c'est un des rares organismes subventionnaires canadiens qui ne donne pas de congé ni parental ni maternité. Il permet de mettre en pause ton postdoc puis de reprendre plus tard. Mais techniquement, tu n'es pas rémunéré du tout pendant cette période-là. Donc, il faut vraiment... C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut
quand on choisit notre financement, quand on choisit nos projets, faut vraiment, je pense, s'assurer que ça fit avec où est-ce qu'on est rendu dans notre vie personnelle, puis qu'est-ce que c'est qu'on veut dans notre vie personnelle à ce moment-là. C'est pas mal ma réponse brève. Oui, puis en termes de gestion du temps, ben là, c'est sûr que il y a une grande flexibilité dans le temps, tu sais, dans l'organisation de ta journée, comme disait Karine tantôt. C'est tu décides un peu sur quoi tu vas travailler, puis l'énergie aussi que tu vas y mettre aujourd'hui, mais tu sais, je pense que ça vient, c'est super, ça a beaucoup d'atouts justement pour pouvoir concilier ça avec une vie personnelle. Sauf que de l'autre côté, ben ça a un peu tendance aussi à déborder parce on a envie de tout faire, on a envie de prendre toutes les opportunités. Donc oui, comme on dit tous les autres, de savoir dire non à certaines opportunités qui ne fit pas avec tes ambitions de carrière, ben, c'est vraiment important, beaucoup plus important encore que quand on était au doctorat. Puis je serais la parole aux autres. En fait, un des apprentissages, tu sais, j'ai fait plein de formations sur la gestion du temps, puis tu sais, vraiment, là, j'ai travaillé fort là-dessus là, pour m'améliorer, tout ça. Puis ça marche très peu, finalement, là, dans le sens que j'arrive pas à passer la to-do list. Puis là, actuellement, je suis en train de lire 4,000 Weeks of Time Management for Mortal. Puis je suis juste rendue à la moitié, fait que je vous recommande pas le livre encore, mais j'aime beaucoup ce que je lis jusqu'à maintenant parce que ça décorde à peu près tout ce qui existe sur la gestion du temps. Et la première recommandation, c'est acceptez donc le fait que vous réussirez pas à tout faire, puis qu'il y a des affaires que ça va prendre du temps. À peu près, tu sais. Fait que, tu sais, la gestion du temps, en fin de compte, c'est que c'est plus tu libères ta to-do list, plus elle se remplit de d'autres choses. Fait que tout se remplit tout le temps, de toute façon. Fait que faut comme, je pense qu'il faut accepter ça tel que c'est, puis il faut nous choisir le rythme qui est acceptable pour nous, puis qui est bien, puis en fonction de notre période de vie. Puis Norman, tu l'as bien mentionné, là, c'est ce que je suis capable d'investir dans mon travail n'était pas le même quand mes enfants étaient plus jeunes. Maintenant, c'est des adolescents. Ils ont besoin de moi encore, mais pas de la même façon. Tu sais, j'ai pas besoin de mettre leur pyjama, là. Donc, fait que tout ça change avec notre période de vie où on en est, puis il faut comme juste à un moment donné accepter ça tel que c'est, d'accepter qu'il y a des journées qu'on est plus productive que d'autres, puis il y a des journées qu'on est meilleur que d'autres, puis c'est correct. En même temps, ça prend quand même un peu de discipline, là, dans le sens que à un moment donné, il faut s'asseoir puis faire les choses. Puis, tu sais, puis d'explorer, je pense, les différents systèmes, là, tu sais, lesquels qui peuvent fonctionner pour nous, tout ça. Mais ça restera toujours un défi de faire l'équilibre. Puis si on attend de tout compléter ce qu'on a complété dans une journée avant d'aller vivre nos passions, ça n'arrivera pas. Fait qu'à un moment donné, il faut accepter que la journée, elle est terminée, il y a encore demain pour continuer. Puis là, je m'en vais prendre du temps avec ma famille, je m'en vais prendre du temps avec mes amis, tout ça. Puis il faut comme juste être très bienveillant envers soi-même, je pense. Et j'espère, et ça, c'est mon souhait, j'espère qu'on sera une génération, j'espère qu'il n'y a pas trop de chercheurs expérimentés qui vont écouter ça, mais j'espère qu'on sera une génération de chercheurs qui va un peu rétablir le rythme. Parce que moi, ça a été un des éléments qui m'a beaucoup freiné à aller au doctorat, de voir mes collègues, quand j'enseignais à l'université, là, de voir mes collègues fatigués et épuisés parce que la pression est élevée, parce qu'il faut qu'ils fassent des demandes de subventions, puis là, ils ont tout été acceptés, puis là, ils n'ont même plus de temps pour les gérer, puis tu sais, puis là, les tâches d'enseignement, puis à un moment donné, c'est attendez un peu, là. Fait que j'espère qu'on sera la génération, je nous souhaite d'être une génération de chercheurs qui va mettre la bienveillance aussi en avant, puis de faire en sorte que ce métier-là soit tripant, que ce soit un privilège de travailler en recherche, qu'on aime ça, puis qu'on le fasse en bonne santé physique et mentale, tu sais. C'était mon éditorial. Ah, merci Karine pour cet éditorial-là, parce que moi je le partage aussi, puis je le dis souvent, tu sais, quand je parle à mes proches qui connaissent pas du tout la recherche ou à des amis qui connaissent la recherche, tu sais, je l'ai souvent aussi ce vœu-là, tu sais, que on est la relève en recherche, tu sais, fait qu'on a un rôle important à jouer justement à retrouver, à recalibrer un peu justement là, cette conciliation-là, travail, recherche et vie personnelle. Puis si je reviens sur, tu sais, juste la fameuse question de l'équilibre, là, ben ça, c'est l'ergothérapeute en moi qui parle, mais c'est toujours délicat de parler d'équilibre parce que c'est bien propre à chacun de soi ce que c'est que l'équilibre. Quelqu'un peut travailler 80 heures semaine, rien faire d'autre de sa vie que de travailler puis se sentir parfaitement équilibré. Fait qu'on peut pas se comparer non plus.
c'est ça aussi, tu sais, qu'il faut retenir. Tu sais, quand on parle d'équilibre, c'est parce que le collègue de bureau ou l'autre prof a fait 8 demandes de subvention, puis toi, tu en as fait 2, qu'elle est meilleure que toi. Donc, l'équilibre, c'est vraiment un processus qui est personnel, fait qu'il faut s'arrêter et se demander sur c'est quoi pour moi, dans le fond, l'équilibre. Puis je parle à travers mon chapeau parce que souvent, je veux en faire plus que ce qu'il faut, puis je compte pas les fois où est-ce que ma directrice de postdoc me dit, Sam, il y a 24 heures dans une journée. C'est bien beau tout ce que tu veux faire, puis qu'est-ce que tu aimerais mener mais il y a 24 heures dans une journée. Puis des fois, j'y écris un petit peu stressé. Ah là, il aurait fallu qu'on fasse telle et telle chose pour tel et tel projet. Oui, Sam, mais il y a 24 heures dans une journée. Fait que tu sais, faut être bienveillant envers soi-même. Il faut se sacrer patience un peu, là, si je peux me permettre de le dire, là, puis il faut avoir du fun dans ce qu'on fait pour rester en bonne santé physique et mentale. Puis je te dirais que moi, au niveau de l'équilibre, c'est pas tant la charge de travail qui peut venir causer un déséquilibre que l'incertitude associée, dans le fond, au statut de chercheur ou stagiaire postdoctoral, qui est en continuité d'une certaine incertitude. C'est quand on fait la maîtrise, le doc, qu'on voit les amis ou les conjointes qui se trouvent des emplois plus stables et tout ça. Donc, moi, je sais que de mon côté, mon expérience de postdoc, il y a une certaine incertitude liée à ça qui vient causer un déséquilibre. Mais c'est pour ça qu'il faut s'écouter puis voir qu'est-ce qui est bon pour nous. Et j'aime que tu touches ce sujet, Samuel, parce que en fait, cet équilibre, c'est très très difficile à trouver et de discuter personnel. Mais par exemple, à un certain moment, quand j'étais en train de finir mon doctorat. Et on avait dit avec ma blonde, oui, on va faire, on va avoir un bébé, etc. Alors, on a planifié tout, mais à un certain moment, comme la pression était comme pour moi, la grossesse avancée, etc. Je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant, comme des postdocs, etc. Et j'étais comme super, je sais pas, très très très, j'ai rempli ma journée comme presque 24 heures par jour, etc. À un certain moment, on était trop. Non, et j'ai été comme dans tellement de choses dans mon assiette, et j'ai fait comme ça pendant comme quelques mois, et finalement, j'étais comme burn-out. Et après avoir, vu un neurologue, etc., parce que j'étais avec tellement des céphalées, etc. Et j'ai dit, OK, non, il faut que j'arrête. Je vais commencer à dire non à certaines choses, parce que à un certain moment, il y avait beaucoup d'opportunités. Non, j'ai commencé mon postdoc, il y avait super belle opportunité ici, mais je prenais tellement des choses que j'ai pas la capacité non pour gérer tout, etc. Et ça devient du stress. Et non, j'ai dit, OK, il faut comme replanifier tout. On va prendre des choses comme une chose à la fois et voir, oui, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine, et avoir un certain équilibre, parce que sinon ça devient comme trop. Et ça vient fonctionner. Et je suis pas parfait le côté gestion du temps, mais ça beaucoup me permettre de maintenant respirer et bien dormir, et dire, OK, non, maintenant, j'ai commencé à dire non à certaines choses, et je laisse certains temps à la fin de la journée pour être plus relax, etc. Et avec la famille, etc. Mais sinon, ça c'est comme une advertence de tout le monde. Il faut comme gérer bien les temps, parce que sinon, on peut arriver à un certain moment à être trop débordé par les choses. J'ajouterais, merci Adrienne pour ton témoignage, parce que je pense qu'il faut faire attention à ça, puis il faut être à l'écoute de ça. Puis un des dangers, puis je suis sûre que vous le vivez au doctorat, là, puis ça se poursuit au postdoc, puis je suis sûre que ça se poursuit après, mais c'est le fear of missing out. On a peur de manquer des opportunités parce qu'on ne sait pas où ces opportunités-là vont nous mener. Hein. Tu sais, ça arrive, puis tu sais pas si c'est la place qui va t'emmener à un emploi qui va te faire triper, si c'est l'opportunité qui va t'amener à développer. Fait que tu le sais pas, tu as peur de manquer, puis c'est là qu'on dit oui à tout. Puis il y a comme une espèce de switch à faire, puis je le dis, mais je suis encore en train de travailler là-dessus, là, mais c'est the joy of missing out, c'est-à-dire d'avoir du plaisir finalement à dire non à des choses, d'être capable de se concentrer sur ce qui nous fait vraiment le plus triper. Mais c'est super difficile à faire parce qu'on ne sait pas. Puis probablement que toutes les opportunités vont nous mener à toutes des belles places. Il faut juste accepter qu'on ne peut pas toutes les faire. Mais merci, Adrienne.
Merci beaucoup à tout le monde. Je trouvais que c'était quand même quelque chose qui était pertinent à discuter parce que c'est un des sujets qui touche tout le monde. Même, ça peut toucher aussi les gens qui sont en train de faire leur doctorat en ce moment. Donc, je trouvais que c'était une bonne façon de conclure un peu cette dernière section. Je vais laisser Mélanie pour le reste, qui est au final la section de questions du public. Donc, si des gens ont des questions à proposer, vous êtes la bienvenue. Oui, donc n'hésitez pas. Vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Vous pouvez lever la main pour les formuler de vive voix. Que je vois qu'il y a déjà une question de Anna Andrianova. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Parfait. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier en fait pour d'avoir partagé vos parcours en fait inspirants avec nous. Moi, de mon côté, je viens juste de commencer le doctorat l'année passée. Donc, tous vos conseils, en fait, tous vos conseils généreux me donnent déjà plein d'idées en fait pour plus tard dans mon parcours. Puis j'avais une petite question pour vous. Je me demandais si, à titre de si quand on a le statut de chercheur postdoctoral ou stagiaire postdoctoral, est-ce qu'on a la possibilité de préparer les demandes de financement puis agir également comme chercheur principal? Ou est-ce qu'on va être plutôt les co-chercheurs ou les collaborateurs dans le cadre de ces demandes? Ben, je peux peut-être y aller. Je sais pas si on respectait le tour encore pour ces questions-là. Non, OK. Ben, ça dépend en fait, comme chercheur postdoctoral ou stagiaire postdoctoral, il y a beaucoup de concours, notamment ceux des organismes subventionnaires ou des fois ceux, exemple, des établissements de santé qui sont réservés aux chercheurs d'établissements qui ont les privilèges de recherche, etc., etc. Par contre, il y a moyen de moyenner rendu au postdoc, là, parce qu'il y a certaines opportunités de financement qui sont parfois un peu évasifs là, sur les critères des gens qui peuvent piloter ces projets-là. Donc, il y a moyen, dans le fond, qu'un chercheur postdoc soit un principal investigator dans ces projets-là. Puis sinon, une chose que moi, je fais, c'est qu'on met un co-principal investigator, exemple. S'il y a une demande de subvention que je peux pas agir à titre de chercheur principal, ben je l'écris avec un vrai chercheur. Qui, lui, peut faire la gestion des fonds, mais au final, on coordonne le projet ensemble, on prend les décisions ensemble, puis c'est très formateur aussi de le faire en collaboration. Merci beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi des opportunités. Je sais que c'est limité, par exemple, si c'est les tree agencies, si les IRSC, etc. Ça peut être les facteurs, ça peut limiter et l'éligibilité. Mais par exemple, il y a des options à l'international qui permettraient à des chercheurs postdoctoraux d'appliquer à la subvention, etc. Bien sûr, avec la supervision des MPI, mais ça te permettre de créer des subventions, etc. Je vis, par exemple, je travaille dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Il y a des National Institute of Health aux États-Unis qui permettraient certaines catégories de postdocs à appliquer ou faire la présentation et toujours avec l'accord du superviseur. Alors, c'est pas limité. Mais j'ai vu aussi aux États-Unis que des fois, certains postdocs, comme l'organisation, l'institution, les changent de titre et comme Research Associate, mais il a un autre, c'est pas seulement Research Associate, mais les change de titre pour les permettre d'appliquer à la subvention. Je sais pas, j'ai vu la même chose ici à McGill, que ça, des fois, se passe. Je sais pas encore comment ça fonctionne, mais je sais que si c'est pas l'éligibilité et dans la liste des critères, tu peux parler avec ta directrice, voir s'il y a une moyenne dans laquelle ça te permettrait d'être comme au moins co-PI, etc. C'est bon de savoir. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Je pense qu'il y a une autre question du côté de Geneviève. Oui, bonjour. Dans le fond, j'ai commencé mon doctorat pas cet automne-ci, l'automne précédent. Puis, pour moi, c'était un retour aux études après 16 ans de clinique. J'avais fait ma maîtrise à temps partiel, mais là, le doctorat, je ne pouvais pas le faire à temps partiel. Puis, évidemment, quand j'ai fait le saut d'en venir en recherche, ben, j'ai la tête pleine d'idées. Puis là, je suis peut-être très naïve, mais je vous écoute parler, puis il y a des choses que je comprends pas. Peut-être que vous
vous pourriez comme allumer certaines de mes lanternes. Quand vous parlez de subventions de recherche, puis là, vous avez l'air d'en faire plusieurs à la fois. Comment vous faites pour mener tous ces projets-là en 2 ans quand ça me prend 5 ans de faire un seul projet? Je sais pas. Et ma deuxième question, c'est quand vous parlez d'opportunités, pouvez-vous me donner des, tu sais, parce que vous avez tous dit ça, là. Ah, mais tellement, on me propose tellement d'opportunités, je sais pas comme, faut que je choisisse lesquelles sont les meilleures. C'est quoi les opportunités qui peuvent nous être présentées en tant que post-doctorant? S'il vous plaît. Je peux y aller. Vas-y, Karine, excuse-moi. Ah, vas-y, Nolwenn, vas-y, j'embarque après toi. Bon. Excuse-moi. J'allais juste dire que, en fait, pour répondre à la première question, c'est comment on mène de front plusieurs projets. Déjà, il y a l'expérience, c'est que toutes les tâches qui te paraissent très lourdes à la maîtrise ou même au doctorat, mais tu sais, en gagnant de l'expérience, finalement, elles vont quand même beaucoup plus vite. Moi, je me rends compte que j'ai gagné de la vitesse sur, en fait, toutes les étapes, de la rédaction de demande de subvention jusqu'à la publication des articles, j'ai gagné de la vitesse sur toutes. Fait que ça, tu développes des stratégies qui font que tout va plus vite. Puis, on a un petit peu survolé tout à l'heure, mais on a, je pense, tous plus de ressources humaines aussi que ce qu'on a. Parce que, tu sais, quand tu as la maîtrise, le doctorat, t'es tout seul sur ton projet, c'est très, parce que ça va t'apporter mon diplôme, mais au postdoc, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Et là, c'est comme, moi, sur tous les projets que j'ai travaillé, il y avait plein de personnes, il y avait des professionnels de recherche, il y avait des étudiants. Et tu sais, c'est plus finalement de les guider eux sur leurs tâches que toi de faire ces tâches-là. Fait que finalement, de ce fait-là, tu peux faire quelque chose de très transversal qui passe de projet en projet comme ça. Donc, moi, c'est ça m'aide. Puis, pour les exemples d'opportunités, mais en fait, via les chercheurs avec lesquels via les chercheurs avec lesquels je travaille, j'ai accès à plein de réseaux de recherche différents, un peu comme le RQRB, mais d'autres réseaux. Puis en fait, il y a tout le temps des opportunités via ces réseaux-là. Il y a tel chercheur qui a obtenu une petite subvention et cherche quelqu'un qui a en fait la même expertise, enfin, il cherche quelqu'un avec ton expertise. Veux-tu collaborer sur ce projet-là? Veux-tu travailler sur les communications de cette subvention partenariat-là pour pouvoir faire connaître nos projets? On va t'en proposer plein des choses, puis plein de possibilités de communication aussi, de congrès, etc. Et que c'est de faire un peu le tri de tout ça, des supervisions d'étudiants. On a proposé de faire jurer sur des soutenances, des choses de même. Il faut faire le tri un peu, réviser des articles pour des manuscrits pour des revues, pardon. Et que c'est de faire un peu le tri dans qu'est-ce qui est vraiment important pour ce que tu vises, toi, dans ta carrière. C'est ça un peu, pour moi, les opportunités qui me sont présentées. C'est que vas-y, Karine, excuse-moi. J'abondais dans le même sens, ça, fait que j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est souvent, on va t'appeler, en fait, c'est qu'on a développé un thème de recherche, une expertise, et là, on va être invité à aller sur des projets parce qu'on a cette expertise-là. Puis, on peut négocier le rôle qu'on va avoir. Fait que ça peut être un rôle plus de co-chercheur où on va être en suivi de projet, ou on peut prendre des sections parce que, je sais pas, mettons, d'animation de co-design ou des choses comme ça, parce que là, fait que, tu sais, on négocie ces éléments-là. Fait que ça, c'est des formes d'opportunités. Des fois, ça peut être des opportunités aussi de coordination de projet, mais on passe de moins en moins à je fais les analyses, je fais la collecte, je fais l'entrevue. Moi, j'en fais encore, puis je suis sûre que vous en faites encore aussi, là, mais on a beaucoup de rôles aussi plus, pas comme consultant, mais comme co-chercheur, ou puis on va prendre une partie de projet. Fait que c'est ce qui fait qu'on travaille sur plusieurs projets. Puis, tu sais, les projets qu'on monte, parce qu'on veut appliquer sur des demandes de subvention, souvent on les fait parce qu'on est en opportunité, ou on a une idée, on la développe, puis on sait qu'elle va servir éventuellement, ou tu sais, fait qu'il y a tout ça, les opportunités de rédaction d'articles aussi. Fait que tu sais, des fois, on est plusieurs co-chercheurs sur un projet, puis là, ben, tu sais, le stagiaire postdoc, ben, il a besoin de publier, tu sais, c'est toujours bon dans un CV, fait qu'ils vont nous l'offrir. Fait que c'est ça le genre d'opportunité qu'on va avoir, puis qu'il faut être capable comme de dire, OK, lesquels je prends ou lesquels je négocie le rôle que j'aurai dans cette équipe-là. Puis je rajouterais pour les opportunités, Geneviève, je sais pas, t'es dans quel univers de recherche, mais tu sais, de pas hésiter de participer justement aux activités comme il y a ce soir, tu sais, ou des activités de réseautage et tout ça, c'est vraiment là que ça se passe, tu sais, c'est le small talk là, qui fait que les opportunités se partagent souvent, là, tu sais, oui, évidemment, il y a LinkedIn et toutes ces affaires-là, là, mais il y a beaucoup de choses aussi qui se passent de manière informelle, fait que de s'impliquer dans ces choses-là,
c'est super utile. En tout cas, moi, ça a été très utile. Mais ça pourrait te permettre à Geneviève aussi. Il a des opportunités. Tout ça que Karine Norwin et Samuel ont parlé, c'est déjà vrai et ça existe comme opportunité. Il y a des autres opportunités aussi qui apparaissent et comme dans la périphérie, par exemple, et à part de tous les côtés de gérer les projets, etc., et de la gestion et le côté recherche, écrit, publication, mais il y a aussi, par exemple, maintenant plusieurs journaux et commencer à créer des positions pour postdoctorants qui sont et pour être dans le conseil éditorial, par exemple. Alors, s'il a des opportunités et pour être dans l'editorial board des différents journaux, il a des positions spécifiques pour postdoc et font des matchs avec des éditeurs que l'éditeur fait en encadrement pour comment je sais pas gérer la publication dans le journal mais ça te permettre aussi non c'est comme un cycle virtueuse que ça te permettre aussi de connaître des autres chercheurs et t'impliquer dans des autres projets, etc. Alors tu élargis ton réseau. Alors il y a des opportunités qui apparaissent, plus d'opportunités qui apparaissent et tu prends plus. Ça, c'est comme un cycle qui te permettra de prendre plus. Mais à ce moment-là, tu commences à sélectionner lesquels tu veux t'impliquer, lesquels tu veux, comme dire non. Merci. Mélanie, je ne sais pas si je peux continuer, mais ça a comme fait émerger une autre question dans ma tête. En vous écoutant parler, je sais que Nolwenn, elle a fait un postdoc d'1 an, puis là, je sais pas, je pense qu'elle en fait un de 2 ans, mais la finalité, elle est où? Tu sais, parce que tout à l'heure, Nolwenn a dit, mais tu sais, je suis pas restée un moment donné, je suis partie après 1 an. C'est-tu comme une période de temps où c'est vraiment un projet qui doit être fait ou 4 projets, ou je sais pas, ou c'est vraiment, après 2 ans de ton postdoc, puis tu fais autre chose de ta vie? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres, en tout cas pour moi. Bon, déjà, il y a un paramètre qui est commun à tout le monde, c'est qu'en règle générale, les subventions, les financements s'arrêtent 5 ans après la date de soutenance, comme l'a dit, je pense que c'était Karine qui l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est moi, si ça arrête dans 2 ans, parce que dans 2 ans, ça fait 5 ans, peut-être que j'aurais sauté, donc, fait, dans 2 ans. Oui, c'est ça, dans 2 ans. Donc, c'est la date limite pour moi, d'où le fait que mon postdoc actuel va s'arrêter dans 2 ans, mais il aura duré 3 ans et 4 ans, presque, celui-ci. Puis, finalement, la durée, c'est lié au financement et au projet, mais c'est aussi lié à ce que toi, tu vas faire après. Tu sais, si tu décroches un poste académique, tu l'arrêtes ton postdoc. Je pense qu'il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent t'amener à arrêter ton postdoc. Puis celui qui a duré 1 an, comme je disais, c'est parce que moi, je m'étais dit, je m'éloigne de Montréal 6 mois à 1 an, je ne dépasse pas plus qu'1 an en dehors de chez moi, en fait, et loin de ma famille. Donc, finalement, c'est ça qui a créé ce paramètre-là. Mais je pense que c'est peut-être différent. C'est sans doute différent pour les autres. En fait, c'est vraiment propre à chacun. Puis c'est ça. Il y a le financement, mais il y a d'autres paramètres aussi de ta carrière et de ta vie personnelle, toi. J'ajouterais qu'en fin de compte, c'est un contrat qu'on passe avec le superviseur, donc qui se négocie ce contrat-là. Ça peut être en fonction du financement, ça peut être en fonction de l'entente et pour 1 an, puis peu importe où ce que le projet est rendu, ça pourrait être de terminer le projet, tu sais, tout ça existe, puis il s'agit vraiment de voir ce que vous avez, c'est quoi les possibilités, puis ce que vous avez le goût, puis d'avoir un contrat clair, là. Puis, tu sais, quand je dis contrat, c'est vraiment contrat. Puis, effectivement, tu sais, s'il y a une position qui, c'est comme entendu, là, tu sais, dans le sens que moi, avec mon superviseur, je dis, si jamais j'applique sur un poste puis je l'obtiens, je vais partir. Puis, il a dit, OK, tu sais, c'est vraiment, fait qu'il faut négocier puis il faut juste s'entendre. C'est important ce que Karine dit parce que, tu sais, c'est vrai, c'est les gens qui nous accompagnent au postdoc, ils veulent qu'on réussisse, ils veulent le mieux pour nous. Donc, tu sais, moi aussi, c'est ça qui a été entendu, tu sais, si j'ai un emploi ou si j'ai une opportunité, c'est bien sûr qu'ils vont me laisser partir, puis on signe un contrat, mais on ne signe pas avec notre sang non plus, tu sais. Je pense que c'est toujours avec un contrat et pour nous aussi, c'était comme c'est une lettre d'accords qui s'était signée avec une date de début, de fin, etc. Mais bien sûr, il avait cette entente, cette convention de que si quelque chose arrive, je pense, dans les derniers 6 mois, les projets c'est déjà fini, alors je vais partir. Alors, je pense que c'est toujours être très clair avec la personne qui est dans les PI et c'est quels les objectifs. Et normalement,
Et comme ça, à mon avis, ils sont super contents de voir que tu as grandi dans ton rôle, de que ça marche pour toi et que c'est quelque chose que tu aimes. Donc, personne ne veut avoir quelqu'un qui n'aime pas ça, et comme faire nous rester à la force dans la position. C'est pas nécessairement comme ça, mais il faut être clair du début des objectifs et des bouts dans la carrière. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait y aller avec une dernière question qui conclut un petit peu. Donc, vous avez parlé du stage postdoctoral, de comment l'approcher, des stratégies, de votre expérience. Puis maintenant, ce serait quoi les prochaines étapes que vous prévoyez? Puis comment votre expérience, que ce soit le nouveau réseau que vous avez développé, les nouvelles compétences que vous avez acquises, comment ça vous accompagne dans le nouveau volet de votre parcours après le postdoctorat? Comment vous envisagez ça? Vas-tu toujours suivre l'ordre? J'ai l'impression, je me sens comme mal de prendre la parole à chaque fois en première. Ouais, en tout cas, moi, déjà, je veux profiter au maximum du postdoc. Tu sais, il y a certains postes auxquels on peut appliquer dès qu'on sort du doctorat. Et je pense des postes moi, qui m'intéressent, notamment en santé publique, qui sont, tu sais, pour lesquels on cherche beaucoup de profils dès que tu sors du doc. Mais moi, je veux profiter du postdoc. C'est comme tu disais, Samuel, c'est le sweet spot, là. C'est tellement bien. Tu fais de la recherche, t'es libre, t'as très peu de contraintes dans tes projets de recherche. Puis, tu sais, si t'as la chance de tomber dans un bon milieu de travail aussi, c'est formidable. Donc, moi, le plus tard, je trouve le poste, le mieux c'est pour moi. Et sinon, les voies que je vois. Après le postdoc, c'est ça. J'aimerais ça beaucoup. C'est le poste académique. Moi, c'est sûr, c'est un but en soi, mais je le vois pas trop comme un but atteignable compte tenu de mon CV, de mon profil, de plein de raisons. Donc, j'ai comme mon plan B puis mon plan C qui sont finalement plus établis que mon plan A. Et ça serait, c'est ça, beaucoup de postes dans le domaine de la santé publique. Et sinon, en fait, par mes expériences au doctorat et surtout au postdoc, je me suis vraiment développé une petite passion d'analyse de données. Là. C'est vraiment ce que je pense que je préfère dans la recherche. Et que c'est sûr que je me forme en continu là-dessus. Puis je me dis que si jamais mon plan A et mon plan B fonctionnent pas, ce sera super plan C que d'aller faire de l'analyse de données de santé plus du côté privé. Un peu comme ce que Adrienne se décrivait là dans l'industrie pharma ou autre. Qui, c'est justement toutes les compétences que j'ai développées durant mon doc, mais surtout durant mon postdoc. Mes postdocs, ils sont utiles dans ces trois voies-là, finalement. Fait que c'est plus de continuer. En fait, je m'assure à chaque moment qui passe, à chaque petite milestone, je m'assure que mes compétences sont bien développées dans ces trois secteurs-là, sont égales dans ces trois secteurs-là pour me donner toutes les chances possibles dans ces trois secteurs. C'est un peu ça mon mindset actuel. Moi, mon cœur, mon humeur et mes sentiments balancent entre le fait de profiter pleinement de, comment tu appelais ça, Samuel, un sweet spot, de profiter pleinement, mais j'ai aussi l'insécurité que nommait Samuel de dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai comme hâte d'être déposée, d'être assis, de savoir où je m'en vais, tu sais. Fait que je suis toujours un peu entre les deux, là, tu sais, de me dire, oh non, Karine, t'as jusqu'en 2024, profites-en pleinement, presse-toi pas, sois pas impatiente. Puis d'un autre côté, je vois des affaires passer. Puis bref, c'est ça, j'étais un peu bipolaire là-dessus. Mais stratégiquement, là, quelqu'un qui a le goût d'une position académique, tu peux pas comme dire, je vais aller faire 1 an, 2 ans dans autre chose, puis revenir à position académique parce que tu as comme un 2 ans où tu n'as pas fait de recherche. Il va falloir que tu le justifies comme il faut. Fait que stratégiquement, si c'est quelque chose qui fait partie des options, faut comme ce soit un peu le plan A, tu sais. Puis si là, ça marche pas, là, il y a toutes les autres possibilités. Tu sais, moi, je pense que je pourrais être très heureuse comme professionnelle de recherche, je pourrais être très heureuse en coordination de projet, j'explore le fait de développer ma propre entreprise aussi. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça est là, mais là, je suis au postdoc, j'ai encore du temps, fait que là, j'essaie de bien accueillir
l'incertitude et tout ça, d'accueillir ces émotions-là, juste de profiter. Quand il y a des positions académiques, ben je postule. Des fois, le fit n'est pas bon. Si un jour le fit est bon, ben tant mieux, je vais être bien heureuse, puis je vais aller explorer ça, puis j'espère que je vais vibrer autant que je pense que ça va être. Puis sinon, ben il y a d'autres choses. Tu sais, c'est correct. Tu sais, avant ça, il y avait l'idée, on fait un postdoc parce qu'on n'a pas de job, là. Mais en tout cas, dans ce temps-ci, c'est pas ça, parce qu'il y a de la job, il y en a, là, vraiment beaucoup, là. Fait que tu le fais parce que tu as le goût de le faire, le postdoc, tu as le goût de vivre cette période-là, tu as le goût d'en bénéficier. Hey, c'est un sacré privilège, là, d'être payé pour apprendre puis développer des compétences. Fait que, bref, ça va être ça pour moi de mon côté. Moi, pour l'après-postdoc, ben, j'ai le privilège, en fait, d'avoir eu une offre d'emploi là, comme professeur-chercheur à l'Université Laval. Fait que je vais commencer, en fait, à la rentrée à l'automne 2023 là, au département de réadaptation, puis je vais être chercheur régulier au CIRIS à Québec. Petite parenthèse. Donc, je recrute si jamais vous voulez faire un postdoc ou si jamais vous connaissez des gens qui veulent faire un doctorat ou des maîtrises. Moi, je m'intéresse à l'intersection entre le vieillissement et les incapacités. Donc, d'explorer c'est quoi vieillir avec les séquelles d'un trauma crânien, les séquelles d'une blessure médulaire, vieillir avec une sclérose en plaques, ça engendre quoi? C'est quoi l'impact de ça sur la participation sociale? Puis comment mobiliser les gens qui sont touchés de près ou de loin par le vieillissement, des gens qui ont des handicaps depuis un long terme. Pour développer des interventions pour soutenir leur participation sociale et implanter ça avec des organismes communautaires et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, j'ai des bourses de recrutement. Puis sinon, moi, ce que je repars avec mon postdoc, là, ben en fait, le fait de savoir où je m'en vais après, ça me permet d'avoir une autre lunette. Tu sais, quand j'écris des demandes de fonds, je sais qu'il va y avoir une continuité avec ça. Tu sais, que les collaborations que je fais avec l'Université de Montréal, avec d'autres universités, ben il y a quelque chose de plus périn là-dedans, puis que ça finit pas quand ma bourse finit. Tu sais, donc ça, c'est sûr que c'est vraiment un privilège, puis ça change beaucoup de choses. Mais j'ai envie de dire par contre que j'ai vraiment pas une job de prof parce que je suis meilleur que les autres. C'est vraiment un concours de circonstances, tu sais, qui fait qu'il y a un fit un peu comme Karine disait, tu sais, quand le fit est là, il est bon, ça marche, ben go, on y va, puis on prend l'opportunité. Fait qu'il faut vraiment rester à l'affût finalement de tout ce qui s'offre. Puis ça, avec quoi je pars, c'est surtout mon réseau de contacts, en fait, là, tu sais, des collègues même, tu sais, que quand j'étais étudiant même en ergothérapie ou quand j'étais à la maîtrise, tu sais, que ça m'impressionnait, mais que là, maintenant, c'est des collègues avec qui j'ai du fun, puis avec qui on fait des belles affaires, tout en ayant du fun, puis je pense que c'est ça qui est le plus beau, en fait, là, rendu où ce que je suis rendu. Voilà. Et côté, félicitations Samuel pour le nouvel poste. Et, bravo. En fait, et pour après, et pour après, en fait, les sweet spots pour moi étaient toujours et comme les côtés académiques, mais slash et non et slash industrie. Il y a plusieurs professeurs maintenant. J'ai regardé, il y a une petite tendance des professeurs sur le côté clinique à commençant à développer ses propres entreprises en restant comme un milieu académique en avant comme un peu dans les deux mondes. Pour moi, ce serait comme les super bons. Mais sinon, j'ai cette entreprise avec laquelle j'ai travaillé et m'avait proposé pour commencer en janvier. Mais c'est comme diriger mon propre équipe côté comme recherche et développement. Et c'est dans les milieux. Alors ça c'est super intéressant, mais j'ai encore comme la sensation que je vais comme essayer un peu plus de voir si on peut avoir les deux. Parce que comme un peu comme Carré disait, si tu sors un peu du milieu académique et après revenir, c'est un peu plus difficile. Même si côté industrie, on fait de la recherche, on fait publication et on fait des essais cliniques, etc. Mais c'est plutôt qu'est-ce que l'entreprise a besoin plutôt que qu'est-ce que ta carrière a besoin en termes de tes intérêts de recherche nécessairement. Alors c'est un peu ça, mais je voudrais voir un peu ces balances entre les deux. Mais il reste encore du temps. Alors on cherche à la fois. Oui. Merci beaucoup. Je pense qu'Asma voulait peut-être conclure avec le mot de la fin. Oui, merci, juste que... D'accord, mon amour, je viens.
Merci beaucoup, c'est tellement intéressant. Merci pour votre authenticité, votre ouverture ce soir, c'est tellement intéressant. J'ai quelques questions comme mythe réalité qui, généralement moi-même, que je pose cette question. Est-ce que, en fait, pour réussir à avoir un stage postdoctoral, il faut avoir plein de publications scientifiques, au moins 5, 6 articles, ça augmente votre chance ou c'est parmi les critères obligatoires pour postuler un stage postdoctoral. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, en réalité. Du quiz. Moi, je sais pas du tout. Vous allez me répondre quoi parce que tu sais, j'ai répondu moi-même qu'à une seule offre qui était une offre de postdoc en tant que telle. C'était pas marqué comme étant un quiz, c'était marqué de faire preuve de productivité scientifique, c'est vrai. Mais il n'y avait pas un chiffre de publication. Je pense en plus que ça dépend des domaines un peu de recherche. Donc, il y a des domaines où on publie plus que d'autres aussi, plus fréquemment. Donc, je pense pas que ce soit un critère, un cut-off en soi. Je sais pas ce que les autres vous en pensez. Juste, D'accord. Vas-y, Adrien. non, non. Et seulement pour ajouter que, oui, je pense que c'est pas nécessairement, j'ai vu toutes sortes des profils et c'est pas limité à, non, c'est sûr que tu as besoin de moins dans quelques articles, mais c'est pas qu'il a au minimum 5, au minimum 10, au minimum n'importe quel chiffre. C'est vraiment si, je pense que les matchs, c'est les bons et les compétences, c'est les bons, les fits, c'est les bons avec les directeurs de recherche. Tu as au moins quelques articles pour non, ça pourrait être, je sais pas, au moins quelque chose pour démontrer que tu as la capacité d'écrire scientifiquement, que tu vas faire, non, et tu es capable d'avoir les concepts, les bases, etc. Mais après ça, c'est vraiment le fit et l'opportunité dans les bons moments. Tu sais, la productivité, c'est relatif, là. Tu me dis, moi, j'avais peut-être 3 articles quand j'ai appliqué pour ma demande de postdoc et tout ça. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, puis de plus en plus la notion de diversité, de l'excellence en recherche, avec les profils variés justement de ce que c'est cette excellence-là, est mise de l'avant. Les gens qui évaluent aussi les demandes de bourse sont formés sur cette diversité de la notion d'excellence-là aussi. Fait que ça ramène aussi à ce qu'on parlait plus tôt là, d'être des agents de changement aussi, là, comme relevant en recherche là, par rapport à l'équilibre. Puis j'ai le goût d'ajouter quelque chose là, qui ne se crie pas sur les toits, là, mais en tout cas, je ne sais pas si les autres seraient d'accord avec moi, là, mais l'affaire, c'est que quand tu es professeur, tu as une position académique, il est attendu que tu as des étudiants à la maîtrise, au doctorat et des postdocs. Donc, il y a un intérêt professionnel, mais même une certaine exigence dans les positions académiques d'avoir des étudiants postdocs. Fait que je ne dis pas que les professeurs acceptent toutes les candidatures, puis pas du tout, là, je pense qu'il y a un choix réfléchi, tout ça, mais ça reste que dans mettons, appelons ça le rapport de force, on a quand même un rôle, on a quand même un pouvoir de négociation. Donc, on peut, tu sais, c'est pas, on se vend pas, là, dans le sens, on va prêt à faire plein de sacrifices pour un postdoc, là. Il y a des postdocs, il y a des gens qui cherchent des postdocs. Fait que, prenez le temps, si vous avez le goût de vivre l'expérience du postdoc, prenez le temps de regarder qu'est-ce que vous voulez, puis ayez une conversation, puis ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je le dis encore, une conversation très authentique pour voir si le fit est bon. Mais il y a cet espace-là de négociation et de voir, parce qu'il est attendu que les professeurs aient des étudiants. C'est tellement un bon point, Karine, là, puis je m'excuse de reprendre la parole tout de suite, là. Vous avez toujours bien un doctorat acquis presque, tu sais, quand vous faites les demandes, puis quand vous le commencez, vous avez un doctorat. Fait que c'est pas rien, tu sais. Fait que vous êtes de la main-d'œuvre hautement qualifiée, puis quand vous avez une bourse autofinancée. Fait que c'est pas rien de débarquer dans un laboratoire avec votre propre salaire, puis vos compétences, puis votre volonté d'apprendre, là. Fait que l'enjeu de pouvoir est pas le même du tout, tu sais. Puis je dis pas qu'il y en a plus d'un côté ou de l'autre, là, mais c'est vraiment une belle opportunité d'avoir des discussions, puis de mettre à plat ce que vous voulez, puis comment vous le voulez, puis de s'entendre avec finalement les gens avec qui vous allez travailler pour réussir à atteindre vos ambitions. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Samuel, félicitations pour ton poste et merci pour l'ouverture d'ouvrir le poste aujourd'hui pour les autres étudiants. Si vous voulez aussi postuler pour travailler avec comme doctorat ou maîtrise ou postdoc avec Samuel, il est déjà si le temps de lui écrire. Merci Karine, merci Nolwenn, merci Adrienne, c'est tellement intéressant. On est très content de discuter avec vous ce soir.
Merci à tout le monde qui participe aujourd'hui. Je sais qu'il y a parmi les participants sont les nouveaux membres du comité. C'est en fait moi et Mélanie et Jessica, on termine notre mandat ce soir. Il y a d'autres membres qui commencent avec le comité. Merci d'être là. C'est ça, je vous souhaite une belle soirée et j'aimerais vous voir en personne un jour. Merci beaucoup.